Ok, Thérèse, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast, c'est trop cool. Ça fait un moment qu'on voulait organiser ça. Euh, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, t'es philosophe de formation, sexologue, thérapeute, t'accompagnes pas mal de couples, de personnes sur des sujets comme le couple, l'amour, le sexe, l'addiction au porno. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à propos de toi-même et de ton parcours pour comprendre comment t'en es venu à t'intéresser à ces sujets? C'est une bonne question. C'est marrant, je me suis jamais interrogée, sur ce point-là. Alors, ce qui est quand même très interpellant dans mon histoire, c'est que c'est une vraie vocation. Alors, c'est étrange de parler de vocation aujourd'hui à notre époque, mais la vérité, c'est que toute petite, mais vraiment quand je dis toute petite, c'est quand j'avais 4, 5, 6 ans, je savais que, j'aurais une vie qui serait, atypique. Très rapidement dans la cour de récréation d'école, on parlait donc d'amour, de sexualité, les enfants, je sais pas, on parlait de l'action du sida puisque moi je suis née en 1984, donc c'était un grand sujet d'actualité. Donc déjà j'avais ces sujets de discussion dans la cour de récréation, c'est ça qui est très interpellant. Puis en grandissant au collège, au lycée, je passais mon temps à parler d'amour et de sexualité avec mes amis. Et à 15 ans, comme une évidence, j'ai dit: «Un jour, quand je serai grande, j'irai parler d'amour» Incroyable. et j'ai jamais cessé de faire ça. Alors ça, c'est la version officielle. La version peut-être derrière, c'est que, il paraît qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'entendre. Tout à fait, c'est pour ça que je te pose la question. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'entendre, des choses qui nous permettent de nous aimer plus, de nous aimer mieux? Et peut-être, et ça je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça, c'est que, enfin, ou en tout cas je me le suis avoué, mais enfant, j'ai manqué cruellement, alors j'ai envie de dire d'amour. Mes parents m'ont aimée, c'est-à-dire que si on interroge mon père et ma mère, ils diront: «On a toujours aimé Thérèse», mais moi je me suis jamais sentie aimée de la part de mes parents. Voilà, et ça c'est ma grande faille et qui fait que, peut-être que je passe ma vie à parler d'amour. Je souhaite à personne, pas même mon pire ennemi, d'avoir cette sensation de ne pas être aimé par des gens qui sont censés nous aimer. C'est une expérience qu'on peut vivre au sein des familles, qu'on peut vivre, au sein des fratries, mais aussi au sein des relations de couple. Je suis avec mon conjoint et je ne me sens pas aimée de lui ou d'elle, alors qu'il est censé m'aimer. Et ça, c'est une expérience qui est, à mon sens, une des pires au monde, parce que nous, les êtres humains, on a besoin d'aimer, de se sentir aimé. Voilà, donc en tout cas, j'ai vécu ça et beaucoup plus tard, j'ai compris que c'était un ressenti. C'est pas parce que je ne ressentais pas l'amour de mes parents qu'ils ne m'aimaient pas, mais en tout cas, c'est sûr que, j'ai un vrai sujet par rapport à l'amour et quelque chose Mmh. encore à réparer au fond de moi. J'adore. Et quand est-ce que tu as réalisé justement que tu t'étais pas sentie aimée par tes parents? Quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience de: «Ah, en fait, je me suis pas vraiment sentie aimée Mmh. de mes parents»? Alors, j'ai toujours dit que mes parents ne m'aimaient pas. Mais vraiment, pourtant, j'ai des parents Depuis que tu étais formidables, hein. Depuis que petite? petite, collégienne, lycéenne, étudiante, jeune adulte, je pouvais confier à mes amis, à mes proches. Moi, je ne suis pas aimée de mes parents. Mais vraiment, mes parents qui écouteraient ça dire: «Mais pas possible, Thérèse, on t'a vraiment aimée». Vraiment, j'ai des parents formidables. Heu, un papa, une maman qui se sont aimés. J'ai été élevée dans une grande famille nombreuse et tout. Donc, il y avait une sorte de décalage entre mon ressenti et heu, ben, la réponse de mes parents qui dit: «Mais bien sûr qu'on t'a aimée, de comment est-ce que tu peux en douter?» En plus, je pense que particulièrement, enfin, mes parents m'ont particulièrement aimée, ils m'aimaient vraiment bien et pourtant, je ne le ressentais pas. Bref, j'ai vécu comme ça. J'étais absolument convaincue. On se serait rencontrés il y a encore, 3 ans de ça. Je t'aurais dit: «Je n'ai jamais été aimée de mon père et de ma mère». J'en aurais dit comme c'était une vérité absolue. Et ce qui s'est passé, j'ai découvert que c'était un ressenti et que c'était pas la vérité. Alors c'est venu, c'est tout un processus, mais il est assez intéressant pour le partager parce que ça va peut-être faire écho à certaines d'entre vous. C'est que, bon, je passe tous les détails, mais j'ai eu un deuxième divorce, un premier divorce et un deuxième divorce. Et quand je me suis séparée une deuxième fois de celui que j'avais épousé, je me suis dit: «Mais c'est pas possible. C'est quoi? Comment je peux faire autant d'erreurs en amour? Alors que je sais tant de choses sur l'amour, je suis une experte de l'amour, je passe mon temps à aider les gens à s'aimer et moi je me galère à ce point. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi?» Et je me suis posée, je me souviens très très bien, j'étais chez moi seule et je me suis dit, quand j'ai fait une erreur. Ok, c'était une erreur de m'embarquer avec lui. Oui, mais c'était aussi une erreur avant. Et j'ai fait une succession d'erreurs dans ma vie et j'ai essayé de remonter. Et je me suis dit, c'était quoi ma première erreur? Celle qui engendrait toutes les autres. Et en revenant, je suis retournée dans mon enfance et je me suis dit: «En fait, ma première erreur a été de croire que mon père et ma mère ne m'aimaient pas parce que je ne ressentais pas leur amour. Mon erreur a été de croire que parce que je ne ressentais pas, ça n'existe pas».
Et je fais partie de ces gens, je ne sais pas si vous reconnaissez, si je ne ressens pas, ça n'existe pas. J'ai besoin de ressentir les choses dans mon cœur pour que la chose existe. Alors mes parents ne me l'ont pas transmis, cet amour, par des gestes de tendresse qui auraient pu combler, voilà, qui auraient pu répondre en fait à ma question. Ils l'ont pas fait par des paroles valorisantes, par exemple. C'est des choses, donc je l'ai pas ressenti, mais c'est pas parce que je l'ai pas ressenti que c'était pas vrai. Bref, donc quand j'étais enfant, ma première erreur a été de croire que mes parents ne m'aimaient pas parce que je ne ressentais pas leur amour, et donc mon erreur a été de croire que je n'étais pas aimable. J'ai grandi 40 ans de ma vie, 40 ans, c'est énorme. J'ai grandi pendant 40 ans avec l'intime conviction que je n'étais pas aimable, que j'étais une sous-merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça que je parlais de moi, que j'étais moche, que j'étais bête, que j'étais ratée, je n'avais aucune valeur. Et j'en étais persuadée, parce que je me dis, si mon père et ma mère ne m'aiment pas, ça veut dire que je n'ai aucune valeur. Et tu vois, cette première erreur, c'est celle que j'ai faite quand j'avais je sais pas, 4, 5, 6 ans, quoi, toute jeune. Et elle est restée pendant 40 ans, tu t'imagines? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on peut être très nombreux à se retrouver Mm. là-dedans, en fait. Est-ce que c'est pas l'erreur qu'on fait tous finalement? De croire que nos parents ne nous ont pas aimés Ouais, parce qu'on n'a pas ressenti leur amour comme on ouais. avait besoin de le ressentir. Et tu sais ce qui m'a sauvée? C'est faire preuve d'humilité. C'est-à-dire, Et bien de me dire, Thérèse, quand je me parle à moi-même, Thérèse, reconnais que tu as fait une erreur. C'est-à-dire que au lieu de m'entêter dans l'erreur et essayer de m'auto-persuader que oui, je n'étais pas aimable, la preuve, c'est que je divorce une fois, et puis une deuxième fois, et puis que je tombe sur des personnes qui n'ont pas toujours été très bonnes avec moi. Donc, je m'auto-persuadais que j'avais raison, que j'étais pas aimable, puisque je tombais sur des personnes qui m'aimaient pas comme j'aurais voulu être aimée. Donc, voilà, c'était bien la preuve. Et bien, au lieu de ça, je me suis dit, non, reconnais que tu t'es trompée. Et que c'est normal de se tromper quand on est enfant, donc avec beaucoup de douceur. Mais aussi, quand je parle d'humilité, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs de jugement. Et donc après, de rectifier ça dans mon esprit. Et là, ça a été super intéressant parce que j'ai essayé de réparer ça, de retourner en me disant non. Donc c'est pas parce que je ne ressens pas que ça n'existe pas. Et même, j'aurais pu aller plus loin. C'est pas parce que mes parents ne m'ont pas aimée que je ne suis pas aimable. Alors, dans mon cas, j'ai vraiment un père et une mère qui m'ont aimée. Je peux pas dire le contraire. Sinon, ça leur retournerait le cœur, les pauvres. Parce que d'ailleurs, c'était une vraie douleur en tant que parent de voir leur fille qui souffrait autant alors qu'ils avaient de l'amour pour moi. Donc moi, j'ai eu des parents qui avaient un amour pour moi, mais qui n'ont pas bien su l'exprimer pour que je le ressente. Et ça, c'est leur erreur aussi. Et je leur dis, franchement, vous n'avez pas été très doués. Je parle comme ça avec mes parents, et puis on se dit les choses franchement. Mais donc voilà, c'est faire preuve d'humilité, de reconnaître son erreur. Aussi, une chose qui m'a aidée, c'est un jour une personne qui est un coach qui est spécialiste dans l'hypersensibilité ou une forme d'intelligence. Bon, je sais pas, tu entends beaucoup parler de tout ça, de au potentiel, et cetera, bref. Et bien souvent, c'est des erreurs de jugement qu'on peut avoir quand on a une hypersensibilité parce que l'hypersensible, il perçoit le monde par le biais de ses sensations, de ses ressentis. Et donc, si on peut te le dire intellectuellement, si tu ne le ressens pas, ça te fait rien, quoi. Donc c'est très voilà. vrai. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense pour ceux qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ce scénario où ils sont sans cesse dans les mêmes schémas amoureux, où ils souffrent, où ils répètent un schéma, peut-être qu'ils vont vers des personnes émotionnellement indisponibles ou peu importe. Il y a vraiment une observation qu'on peut faire de, comme tu disais, on peut rester coincé et bloqué dans cette histoire victimisante de non, mais moi, j'ai pas été aimé par mes parents. Qu'est-ce qui a fait que t'es sorti de cette victimisation où tu te racontais, bah non, mais moi, mes parents m'aiment pas, je suis pas aimable, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente ou peu importe. Qu'est-ce qui t'a permis concrètement, parce que je pense que il y a plein de personnes qui se disent, bah c'est vrai que je revis la même chose constamment, j'ai envie d'arrêter de revivre la même chose, mais je me sens coincée dans ce ressenti parce que je suis tellement persuadée qu'ils ne m'ont pas aimée. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent pour sortir de cette victimisation? Ouais. C'est une très bonne question aussi parce que on peut passer un temps hallucinant à parler de l'autre, de cet homme avec qui tu partages ta vie, qui n'est pas assez ceci, pas assez cela. Alors le grand truc en ce moment, c'est de dire mais je suis avec un pervers narcissique, je suis avec une manipulatrice et c'est l'autre qui est responsable de mon malheur. Et on peut tomber, moi la première, hein, dans cet écueil d'accuser l'autre d'être responsable de cette situation qui nous rend très malheureux ou malheureuse. Et il y a un moment, les années passent. Et tu t'es dit, quand même, le dénominateur commun dans toutes ces relations, c'est quand même moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai été avec Pierre-Paul Jacques, à chaque fois ça échoue, c'est peut-être qu'il y a quelque chose chez moi. Bon, moi j'ai dû me casser
plusieurs fois la gueule pour commencer à me remettre en question. J'avoue que pendant longtemps, je me auto-persuadais de tout ce que je me racontais comme histoire. Et puis, en fait, donc, c'est ça, c'est de se dire en quoi je suis aussi responsable de la relation que je crée. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à vous remettre en question dans le sens de je suis 100% responsable de la relation que je crée avec l'autre. Pas à 50-50. Moi, j'aime bien la théorie du 100%. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait pour tout saboter? Et je veux quelque chose, mais qu'est-ce que je fais qui m'empêche de vivre cela? Donc, essayer de voir quels sont les comportements qu'on a en réaction à certaines situations et qui vont vraiment saboter notre relation, ce qui est très étrange comme comportement, mais en fait, on fait ça tout le temps. Et pour après se dire comment je pourrais faire autrement. Et c'est assez, moi en tout cas, je trouve ça assez beau d'avoir cette attention qu'on porte à nos propres comportements, à nos propres croyances, à ce qu'on amène dans la relation, de rester chez soi et de ne pas accuser l'autre, de prendre sa part de responsabilité, même dans des situations qui sont objectivement graves. Il m'a fait ceci ou cela qui était grave, je ne sais pas, une infidélité, une espèce de trahison, je sais pas, il m'a espionné sur les réseaux, etc. Donc c'est des choses qui sont graves. Mais en fait, comment est-ce que moi j'en suis arrivée là? Et en tout cas, moi j'ai opéré cette réflexion et ça me permet aujourd'hui d'avoir des relations très apaisées avec les hommes qui ont partagé ma vie. Voilà, même si au moment même ça a pu être un peu difficile. Et j'ai énormément de douceur, énormément d'amour pour les hommes qui ont partagé ma vie. Je me sens vraiment très apaisée aujourd'hui dans mes relations parce que j'ai pris ma part de responsabilité. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la colère que je pouvais ressentir envers cet homme qui avait partagé ma vie et qui avait été à la hauteur de notre amour et qui m'avait fait du mal à certains endroits, en fait, j'étais pas en colère contre lui. J'étais en colère contre moi. C'est ça. Et le jour où j'ai compris que j'étais en colère contre moi et que je m'étais pas pardonné les erreurs que j'avais faites, le jour où j'ai compris que je ne trouverais d'apaisement qu'en m'apaisant moi-même, qu'en me pardonnant moi-même, donc en m'apaisant, eh bien, ma vie a changé. Et depuis que je me suis pardonnée de mes divorces, j'ai une vie, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé au fond de moi. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de jugements, justement, comme tu dis, sur les erreurs qu'on fait. Et tu vois, je pense que c'est une des barrières qui empêche la majorité des gens de se responsabiliser. Mhm. Parce que, tu vois, quand je t'écoutais, je me disais, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis parce que personnellement, ça a totalement transformé ma vie de me considérer 100% responsable de ce qui va et de ce qui va pas. Mhm. Mais je pense aux personnes qui nous écoutent et qui auraient des résistances à ça et qui vont se dire oui, mais quand même, il a fait ça, ou non, mais tu te rends compte, mes parents, ils m'ont fait ci, mon père m'a abandonné, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de se rendre à 100% responsable de ce qu'on vit? Et la question que j'aurais aussi, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a permis à toi de retirer ce jugement-là que tu avais sur toi-même? Ouais. Déjà, pourquoi c'est aussi important d'être responsable? Parce que je pense que le processus qui nous permet d'être pleinement heureux, c'est de pouvoir se reconnaître temporairement comme victime. À ce moment-là, dans ma vie, j'ai été victime. Mais très vite, reprendre sa responsabilité de qu'est-ce que j'en fais de ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple très bateau. Moi, j'ai un père qui ne m'a jamais, quand je dis jamais, c'est jamais, fait le moindre compliment, aucune parole valorisante. Il m'a jamais dit « Tu es belle, tu es intelligente ». J'aurais tellement voulu l'entendre. Il y a objectivement, je vais un peu choquant de dire ça, mais il y a des milliers de gens qui m'ont dit qu'ils me trouvaient belle. Mais mon père, il me l'a jamais dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme mon père me l'a jamais dit, je n'arrive pas à entendre que je suis belle. Et pourtant, on n'a jamais cessé de me le dire depuis que je suis petite. Mais je suis persuadée que je ne suis pas belle parce que j'ai pas reçu cette parole que j'avais besoin d'entendre de la part du père, de mon père. Ok. Mon père a fait une erreur de pas me dire qu'il me trouvait belle, parce que d'abord, toutes les Oui. petites filles sont mignonnes, et puis moi j'étais particulièrement mignonne, il aurait pu me le dire. Et franchement, ça m'a vraiment handicapée d'avoir un père qui ne m'a pas dit tu es belle extérieurement, tu es belle intérieurement, j'ai confiance en toi, tu es intelligente. Il a fait une erreur de pas me le dire quand j'étais enfant, parce que on a besoin en tant qu'enfant d'entendre ces paroles-là. Ok. Maintenant, j'ai pu justifier mes comportements et ma vie à la faveur de cette erreur. Parce que j'ai manqué de cette parole valorisante, parce que j'ai une mauvaise estime de moi, alors du coup, je vais avoir plein de comportements qui vont essayer de combler cette faille. Bon. Ou alors, je me dis, ok, là, j'étais comme victime, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tort qui m'a été fait.
mais maintenant je décide qu'est-ce que je vais en faire. Et je peux décider de réparer ça. Et par exemple, dans ce cas-ci, ça a été de me dire, ce n'est pas parce que mon père ne me dit pas, Thérèse, tu es belle, que je ne suis pas belle. En plus, je pense que mon père, il me trouve très belle en vrai. Mais il me l'a jamais dit, ce crétin. Je l'adore, je dis crétin avec beaucoup d'humour et d'amour. Mais eh bien, en fait, donc, j'ai rectifié cette erreur. Et quand j'ai compris ça, je me suis aussi apaisée moi-même. Et j'ai pu avoir un rapport beaucoup plus ajusté avec mon propre corps, mon image et avec les hommes en général. Puisque forcément, si ton père te le dit pas, tu vas le chercher chez tous les hommes. Ce qui est évidemment une erreur, puisque tous les hommes ont beau te dire qu'ils te trouvent magnifique. Si toi, tu ne le crois pas, ça n'aura aucun effet. Donc, c'est une impasse pour répondre à un vrai besoin. Donc, tout ça pour dire que on peut se reconnaître à un moment précis dans sa vie comme avoir été victime de quelque chose qui était voilà maladroit ou de vraiment ou une vraie violence, mais ne pas rester dedans parce qu'après on reprend sa responsabilité pour retrouver toute sa liberté. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et je peux transformer pour arriver à avoir mon bonheur. Et puis c'est surtout pourquoi on le fait pour être heureux, hein, parce que sinon on est vraiment malheureux. Complètement, Ouais, 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 c'est pour complètement. vraiment parce qu'on est fait quand même pour le bonheur dans cette affaire. Complètement. Et tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais sur le fait de reprendre sa Mhm. responsabilité et d'arrêter justement de blâmer l'autre et de se dire, Oui, bah non, mais c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon ex. Il y a aussi un sujet plus global, je trouve, dans notre société entre les hommes et les oui, femmes. Et ce que je remarque, c'est que la dynamique qu'on a tendance à voir en ce moment, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est un peu ce combat, ce rapport de force entre les masculinistes, Mhm. les féministes qui sont un petit peu, bon, il y en a qui sont un peu anti-hommes, c'est la faute des hommes, Mhm. si je suis malheureuse, si j'ai ça, si j'ai ci. Les masculinistes, un peu pareil. C'est quoi les changements que tu observes dans les relations amoureuses, toi qui as travaillé Mhm. avec énormément de personnes? C'est quoi les plus gros changements que tu as observés ces dernières années dans les relations amoureuses, justement en lien avec ces mouvements-là? Oui, et ces mouvements-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des mouvements victimaires. Voilà. Et donc, c'est la culture à la fois de la victime et du ressentiment. Parce que quand tu as été victime, tu vas avoir un ressentiment, qui est normal, une colère, mais tu peux nourrir cette colère ou tu peux apprendre à apaiser cette colère. Donc là, aujourd'hui, on a quand même pas mal de mouvements qui sont on- voilà, dans le ressentiment. La culture du ressentiment. Je ne sais pas si tout le monde comprend quand je dis ça, mais vraiment, je rumine. Et par exemple, une façon d'illustrer cette culture du ressentiment ou ces mouvements, par exemple, parler du féminisme victimaire, c'est qu'on va nourrir ce ressentiment au gré de récits qu'on va se raconter. Alors, on peut se raconter dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Il n'y a pas un jour où on ne raconte pas une histoire d'une femme qui a été violée, assassinée, qui a été malmenée par un conjoint. Et mine de rien, à force d'entendre ces histoires qui sont vraies, hein, mais qui vont nourrir notre ressentiment envers là, en l'occurrence, par exemple, les hommes en général, puisqu'on se dit, mais c'est pas possible, il y en a tellement. Donc, on dit les hommes. Euh, Chaque événement qui a été rapporté, souvent, enfin, est vrai. Ces violences, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut absolument pouvoir les condamner fermement. Mais par contre, c'est comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement de très vite reprendre sa responsabilité et ne pas rester dans le ressentiment. C'est-à-dire d'accepter que à ce moment-là, j'étais victime, mais maintenant, je reprends très très vite ma responsabilité pour savoir comment je vais gérer les émotions que ça a provoquées en moi. Et ça, j'en suis responsable. Face à une situation qu'on vit, on a une responsabilité par rapport à l'histoire qu'on va se raconter et donc les émotions que ça va engendrer. Et là, on peut faire quelque chose. Là-dessus, je sais que certaines personnes vont dire: «Ah, mais ça veut dire que c'est encore moi qui dois faire un effort pour m'en sortir et donc c'est encore une responsabilité». Et quand on est victime, il y a un vrai confort qui est en fait, de déléguer la responsabilité à l'autre, mais dans le sens où je justifie tous les malheurs par ce mal qui m'a été fait. Et donc, ça me permet de justifier mon inaction ou me justifier mon malheur. Et c'est très confortable dans un sens, en tout cas au premier abord. Mais moi, je suis plutôt en train de vous annoncer une très, très, très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas l'autre qui a les clés de notre bonheur. La bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui as les clés de ton bonheur. Donc, il peut arriver des choses absolument affreuses, terribles, mais nous, les êtres humains, on est capable de pouvoir en faire quelque chose de positif et de retrouver après notre bonheur. C'est-à-dire que ce n'est pas le mal qui a le dernier mot, c'est ce qu'on va en faire.
Et je sais que c'est assez exigeant ce que je dis là, mais moi je trouve que c'est la meilleure nouvelle du monde. C'est vrai, je suis totalement d'accord En avec fait, toi. c'est génial. Et moi, même en tant que maman, on l'a pas dit, mais donc je suis maman de 3 enfants et c'est important dans ma vie. Donc j'ai un fils qui a 19 ans et demi, moi j'ai 40, donc je l'ai eu très tôt à 20 ans. Une fille qui a 20, non, j'allais dire 23 ans. Non, c'est parce que je l'ai vue à 23 ans et aujourd'hui elle a 17 ans. Et un fils qui a 13 ans. Et je suis une maman qui vit beaucoup dans la confiance. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas une mère qui a peur pour mes enfants en permanence. Pourquoi? Parce que je crois profondément à ce que je viens de te dire. Il peut arriver des choses graves à mes enfants. Je sais qu'ils peuvent se relever par une vraie écoute, par un accompagnement de leurs émotions, etc. Quand ma fille sort en boîte, elle n'a pas le droit normalement, elle est trop jeune, mais elle sort quand même beaucoup. Je vis pas dans la peur. Je me dis, il lui arrive quelque chose, un homme lui fait du mal. Je l'ai élevé pour qu'on puisse discuter, échanger et je l'accompagnerai. Évidemment que le mal, je ne le souhaite pas, mais je ne suis pas terrorisée à l'idée que si on fait du mal à quelqu'un que j'aime ou si on me fait du mal à moi, eh bien, je vais m'effondrer. Je pense qu'on a la capacité de se relever. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, je trouve, et ça peut aider beaucoup de parents dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et parce que, tu vois, je fais une petite digression, mais j'ai quelqu'un dans ma vie que j'ai observé grandir et être hyper couvé par sa mère. Et je vois que ça l'impacte beaucoup aujourd'hui, tu vois. Elle a presque la quarantaine, je crois. Et je vois encore aujourd'hui que ça peut l'impacter et qu'elle peut avoir certaines peurs dans sa vie quotidienne parce qu'elle se fait pas forcément confiance dans sa capacité. En tout cas, elle se fait à un certain niveau confiance, mais peut-être pas autant que quelqu'un qui aurait eu un peu plus d'amplitude de faire des erreurs, de peut-être de tomber, de se relever, etc. Et tu vois, dans ce que tu disais, ça me faisait penser. J'ai certains amis hommes qui me parlent de ça dans le cadre du dating, de rencontrer des gens, etc. Sur le fait qu'aujourd'hui, ils osent pas forcément aller vers les femmes. Parce que il y a cette peur de, bah, si je vais, vers une femme, bah, peut-être qu'elle va se sentir un peu attaquée ou menacée ou peu importe. Comment est-ce que tu conseillerais aujourd'hui aux hommes et même aux femmes d'ailleurs d'aborder ce sujet-là de la rencontre amoureuse, tu vois? Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même vachement de barrières aujourd'hui à faire des rencontres en vrai. Je sais pas si tu observes la même chose, mais tu vois, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de matcher sur une appli de rencontre. OK, on est safe, on est sûr que les 2 ont liké le profil, et cetera. Mais du coup, il y a aussi ce truc qui se perd un peu, tu vois, des rencontres, en vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux Ouais, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, hein. Déjà, il y a un point. Il y a un point très important, c'est que, donc il y a d'abord l'aspect sociétal. On vient de parler de ce ressentiment que, beaucoup de femmes ont envers les hommes et donc il y a une suspicion et dès lors qu'il y a une suspicion, qu'il y a un doute que l'homme en face de moi pourrait potentiellement me faire du mal, j'ai tous mes radars qui sont ouverts pour essayer de capter le moindre signe qu'il serait manipulateur, pervers, toxique et cetera. On parle beaucoup des red flags, mais parfois on en parle tellement qu'on arrive dans la relation avec déjà tous ces radars qui sont ouverts pour capter ces choses-là. En fait, ce qui va se passer, c'est si j'arrive déjà avec la peur qu'on me fasse du mal, eh bien, je vais avoir des mécanismes de protection. Et ces mécanismes de protection, ils vont empêcher que la relation se fasse bien. C'est-à-dire que pour vivre des belles relations, il faut d'abord être dans la confiance. Et donc ça, c'est un point important. Et c'est valable des femmes vis-à-vis des hommes aussi vis-à-vis des femmes. Moi, je suis assez étonnée de voir combien d'hommes ont très, très peur. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis de moi, donc je veux bien d'autres témoignages, mais moi, je sens que je fais très peur aux hommes. Mais aussi, la peur, c'est qu'on puisse leur reprocher un comportement qui soit inajusté, parce qu'il faut quand même le dire, la plupart des hommes ne veulent pas faire de mal aux femmes et n'ont pas toujours conscience que certaines paroles ou certains gestes peuvent blesser la personne. Donc aujourd'hui, comme il y a une remise en question, ils ne savent plus très bien sur quel pied danser, mais partez du principe que la majorité des hommes sont plutôt bienveillants, ils veulent bien faire. Voilà. Alors, tout ça pour dire que c'est vrai que c'est difficile d'oser la rencontre aujourd'hui et d'être dans une rencontre authentique et de créer une connexion émotionnelle, une connexion sexuelle. Une chose qui aide, c'est d'être dans l'instant présent. Je m'explique. Quand on a peur, on va soit être dans le futur, soit être dans le passé. On va imaginer des choses et donc on va pas être dans l'instant présent. Or, pour créer une relation, il faut être ici et maintenant. Là, par exemple, je suis avec toi et rien qu'avec toi. Je suis pas dans mes pensées, dans le futur. Et c'est parce que je suis pleinement présente à ce qui se passe qu'il se passe quelque chose et il y a une rencontre qui s'opère. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est que quand on rencontre quelqu'un,
On n'est pas en train de se dire si oui ou non ce sera l'homme de sa vie qu'on va épouser et avec qui on fera nos 4 enfants et on aura Oui, c'est vrai. la maison C'est avec vrai. le chien et la villa. On calme le jeu. Là, tu es juste en train de rencontrer un homme et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Quand on rencontre une femme, c'est pareil, c'est qu'on n'est pas en train d'imaginer si oui ou non ça pourrait être la mère de nos enfants, on pourrait l'épouser. Non, tu rencontres juste une personne. En fait, l'idée, c'est de laisser le désir s'élaborer, la connexion se faire, sans la court-circuiter par nos pensées et souvent nos jugements. Moi, je travaille beaucoup avec les célibataires aussi, même si j'y reçois beaucoup de couples, mais je travaille beaucoup avec les célibataires qui ont du mal à connecter, à faire en sorte de créer des relations d'amour ou de faire durer la relation d'amour. Et on parle en fait de tous ces mécanismes qui font qu'on vient saboter la relation. Et parmi eux, par exemple, le jugement. C'est-à-dire que la personne arrive et en une fraction de seconde, tu l'as déjà scanné. Tu l'as passé au scanner, cette personne-là. Tu sais si oui ou non, ça va être l'homme de ta vie. Tu regardes son look, la posture de son corps. Tu regardes après, quand il va te parler, s'il a un bon job ou pas. Tu vas le scanner et tu te fais un avis sur lui ou sur elle. C'est valable pour les hommes ou pour les femmes, mais en une fraction de seconde. C'est vrai. Tu ne laisses aucune place à la rencontre. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu te dis, j'ai pas envie de perdre mon temps. C'est toujours ces La besoin fameuse, d'optimiser son temps. j'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà. Ça, c'est une phrase intéressante parce que d'un côté, je suis la première à vouloir optimiser mon temps, tu vois. Mais il y a aussi ce truc que j'ai remarqué, par exemple, j'ai une amie à moi qui veut absolument se marier et qui me disait que quand elle match avec un homme sur une appli de rencontre, bah, elle a besoin avant d'être vraiment sûre que bah, lui aussi, il a envie de se marier, que bah, par exemple, il a la même religion que lui, et que elle, pardon, et qu'il soit vraiment sur la même longueur d'onde sur certains critères. Et je lui disais: «Mais du coup, à chaque fois que tu vas à un date, dans ta tête, t'es vraiment dans cette optique de: "Est-ce que tu vas me donner le mariage que je veux ou non?" Si tu pas là pour me le donner, je perds mon temps et en fait, c'est vachement triste, je trouve, parce que pour moi, c'est aussi un peu comme un homme qui est là juste pour, coucher avec, voilà, il te voit juste pour il y a un truc très, utilitaire là-dedans de: «Est-ce que tu vas me donner ce dont j'ai besoin ou pas? Sinon tu me fais perdre mon temps». Mais dans l'amour et dans le couple, on voit deux façons de rentrer dans une relation de couple. Tu as ces personnes qui ont un projet. J'ai le rêve d'être mariée, j'ai le rêve de construire une famille et je cherche la personne qui va me permettre de réaliser mon rêve. Donc, je vais opérer un casting géant. Je vais chercher celui ou celle qui va remplir le rôle de la bonne épouse et la bonne mère pour mes enfants, le bon époux, le bon père pour mes enfants. Donc, je vais le caster. Alors, je vais, au gré de mes rencontres, me dire que ben, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça pour vivre mon petit projet. C'est un casting, c'est un entretien d'embauche, exactement de la même façon que on voudrait trouver quelqu'un qui nous aiderait pour un projet. J'ai mon projet et je veux que toi, tu rentres dans mon projet. Alors, on va s'engager sur des critères de forme. Il est comme ceci, comme cela. Par exemple, moi, je veux quelqu'un qui soit sportif, qui soit de la même religion que moi, par exemple, je sais pas, catholique comme moi, qui fasse du kitesurf comme moi, et qui soit, je sais pas, qu'il ait un revenu de autant par mois, etc. Ok. Je m'engage sur des critères de forme, mais je vous le dis tout de suite, très bancal comme affaire. Parce que le jour où il se casse la gueule en kitesurf et qu'il est handicapé et qu'il peut plus, en fait, faire autant de sport, tu fais quoi? Tu jettes? Le jour où, en fait, il se pose des questions sur sa religion, il évolue dans sa vie spirituelle, qu'il la vit différemment, tu fais quoi? Tu jettes? Le jour où il perd son job et il entreprend un autre travail qui n'était pas celui qui était au départ, tu fais quoi? Tu jettes? Donc, quand tu t'engages sur des critères de forme, ces critères, ils peuvent évoluer, ils peuvent changer. Et donc, la relation, elle va être déstabilisée. Et en plus, tu vas vouloir aimer quelqu'un pour l'image qu'il représente, mais ce qu'il est finalement t'importe peu. Alors que tu peux très bien aussi créer une relation de couple sous la base d'une rencontre. C'est tout à fait différent. Je vis ma vie de femme, d'homme. Et puis, il se fait que dans ma vie, je fais une rencontre. Et cette rencontre, je vois cet homme et je sens qu'il me bouleverse. Que j'adore parler des heures avec lui, que j'ai envie de prolonger ces heures de discussion en faisant l'amour, en l'embrassant, en faisant l'amour. Et j'ai envie que ça s'arrête jamais et que c'est un dialogue oui, un dialogue qui ne s'arrête jamais, un dialogue à la fois avec des mots, mais avec aussi des gestes physiques. Et je me dis, mais c'est tellement beau ce qu'on est en train de vivre. J'aime tellement notre rencontre. Je suis tellement bouleversée par ta personne que je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Et le cadre, par exemple, du mariage ou de l'engagement pourrait nous permettre de faire grandir cette belle rencontre qu'on a ensemble. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer dans mon projet. C'est que au départ, je me suis laissée surprendre par la rencontre et l'amour. Et là, après, elle peut évoluer. Et par exemple, juste pour revenir sur les critères de forme ou de fond, c'est je veux quelqu'un de sportif.
en fait. Ça, c'est un critère de forme, mais en fait, ce serait intéressant de revenir sur qu'est-ce qu'il y a derrière. En réalité, je voudrais quelqu'un qui a le goût de l'effort, qui aime bien se dépasser. Et ça, même quand il sera vieux, même quand il sera handicapé pour un moment, ou carrément handicapé ou malade, il pourra garder cet esprit que j'aime, c'est-à-dire le goût de l'effort ou de se dépasser. Et ça, c'est un critère de fond, le goût de l'effort. Bah, Tu vois ce que je veux justement, dire? ouais. Mais c'est pour ça que moi, tu vois, je sais pas trop quoi penser de cette, pour moi, il y a quand même un besoin de que ça rentre aussi dans un projet. Et mais je t'explique pourquoi. Parce que je pense que quand tu rencontres quelqu'un et que tu te laisses porter par la rencontre, parce que ça peut être le cas, tu vois, où tu as rencontré quelqu'un Mhm. qui rentre pas forcément, qui n'a peut-être pas forcément les mêmes valeurs que toi ou autre, mais qui du coup, Dans les valeurs, c'est important, parce que les valeurs, c'est des choses de fond. bah, justement pour moi, par exemple, le sport, ça va être une valeur. Parce qu'en fait, ce que tu mets derrière le sport, c'est quoi? C'est la discipline, Voilà. c'est la rigueur. Ça, ce sont des valeurs, tu vois? Exactement. Mais tu vois, ce qui peut se passer, et c'est ce que je vois parfois, c'est qu'il y a des personnes qui vont faire cette rencontre et qui vont être, voilà, ils vont avoir des papillons dans le ventre, ça va les porter, ils vont se vont dire, mais waouh, j'adore parler avec cette personne. Mais derrière, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ça va bloquer parce qu'ils n'ont pas la même vision de ce qu'ils veulent construire ensemble sur le long terme, Je tu suis vois? totalement d'accord avec toi et ça, c'est Ouais. très important d'avoir une vision commune, d'avoir un projet commun. Mais le projet, il vient parce que on sent qu'en fait, on a envie de marcher dans la même direction. Un peu comme l'image de la randonnée. Je sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée. Tu es là comme ça avec ton petit sac à dos, tu commences à marcher, puis tu rencontres quelqu'un et puis tu vois que avec cette personne, on marche bien, on marche au même rythme, puis on aime bien discuter ensemble et en fait, on veut atteindre le même sommet. Alors du coup, on est des bons compagnons pour se lier l'un à l'autre parce qu'on a le même sommet. Après, comment dire? C'est dans l'amour, il y a ces 2 composantes. Je l'expliquais encore à un couple, hier, il y a le «j'aime», il y a le «je veux aimer». Le «j'aime», c'est quelque chose que je ressens au fond de moi, qui s'explique pas nécessairement. C'est-à-dire que j'ai à la fois un mouvement du corps qui me porte vers toi, j'ai une attraction physique. En même temps, je suis touchée émotionnellement, j'ai une admiration pour toi, je t'aime avec mon corps, avec mon cœur, avec mon intelligence, mon cerveau et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est un donné. Mais ça ne suffit pas. Ce qui va être aussi important pour vivre une grande relation d'amour, c'est le je veux aimer. C'est un moment, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et là, il rentre le projet et de mettre aussi des choses en place pour faire grandir cet amour. Il y a donc l'engagement de la volonté. S'il n'y a que du volontarisme sans l'amour, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a que l'amour sans la volonté, ça ne marche pas. Il faut C'est vraiment les vrai. deux. Donc, aimer et vouloir aimer. Et c'est quand on a les deux, alors je pense qu'on peut vraiment passer à des beaux moments ensemble. Mmh. Et C'est intéressant. Je suis curieuse d'avoir ton avis sur ça. C'est quoi, à ton avis, l'importance, des finances dans le couple? Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu sais Ouais. pourquoi c'est intéressant? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui gagnent plus d'argent que les Exactement, hommes. bah oui. Et donc, ça vient déstabiliser les rapports amoureux. Alors, gros sujet. Gros sujet. Parce que, on va pas se mentir, les personnes qui disent ah, mais non, ça n'a aucune espèce d'importance, souvent se mentent à elles-mêmes. Parce qu'il y a une dimension essentielle à l'amour, en tout cas dans la relation de couple, c'est la dimension de l'admiration. Admirer quelqu'un, c'est aussi un mouvement d'amour qui va nous permettre d'être très liés à l'autre. Est-ce que j'admire mon partenaire? Est-ce que j'admire mon conjoint? Voilà la question à se poser. Si tu ne l'admires pas, il vaut mieux s'arrêter parce que c'est vraiment nécessaire. Alors, dans l'admiration, il peut y avoir le fait que, justement, aujourd'hui, on peut se dire, le fait de gagner beaucoup d'argent montre qu'il y a un certain succès dans ce que la personne opère, et donc on peut justement valoriser et admirer. Mais je vous encourage aussi, si c'est pas votre cas, vous rencontrez quelqu'un qui ne gagne pas nécessairement beaucoup d'argent, posez-vous la question, est-ce que je l'admire? Et peut-être que vous allez voir que vous pouvez admirer, par exemple, sa, sa capacité à faire justement des efforts, à être fidèle à son travail, à, je sais pas, à entreprendre quelque chose, par exemple, qui lui tient à cœur, qui est plus l'ordre de la passion. En fait, il n'y a pas que l'admiration d'un point de vue financier qui compte. L'admiration est absolument nécessaire, mais il ne faut pas la lier que au plan matériel. C'est Donc vrai, voilà, donc c'est peut-être ça, c'est déjà un premier point important. c'est Oui, vrai. tu veux... Bah, en fait, ce que je me dis, c'est que, tu vois, pour moi, l'aspect financier, c'est un peu comme le sport aussi. Parce que pour moi, le fait que, l'homme en question ait un certain niveau de revenu, c'est pas juste, bon, bah, voilà, il serait capable de payer ça ou de payer ci. Il y a quelque chose de plus profond là-dedans c'est quelqu'un qui a été en mesure de créer de la ressource. C'est quelqu'un qui est en mesure de solliciter certaines de ses ressources pour créer des ressources financières. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être résilient, peut-être
intelligent, aussi d'une certaine manière protecteur, prévoyant. Tu vois, il y a plein d'aspects aux Mhm. finances Mhm. qui jouent. Et ce que je me demande aussi, c'est, tu vois, tu parlais de l'écart entre les femmes et les hommes en termes de revenus. Est-ce que tu penses qu'un couple peut fonctionner si justement la femme gagne largement, significativement plus que l'homme? D'abord, Question je controversée. pense que le couple peut fonctionner si, entre autres choses, il y a une sécurité qui est apportée de l'un à l'autre. Et voilà. La sécurité, se sentir rassuré par l'autre, c'est essentiel dans une relation saine. Donc, si je suis en couple avec quelqu'un qui ne me rassure pas, parce que j'ai l'impression que je ne peux jamais poser ma tête sur son épaule, et c'est un besoin aussi pour les femmes, de pouvoir parfois poser ma tête sur l'épaule d'un homme, dire je peux compter sur toi. Mais pareil pour un homme, parfois de se dire je peux compter sur toi et poser ma tête sur ton épaule. Si je me sens pas rassurée par l'autre, alors je ne vais pas pouvoir construire une belle relation d'amour parce que c'est vraiment un indispensable dans la relation. Est-ce que l'autre me rassure? De nouveau, il y a plusieurs façons de rassurer. Hier, j'avais en consultation un couple. L'homme, au départ, travaillait en entreprise et gagnait vraiment beaucoup d'argent. Et puis, par un concours de circonstances, il a perdu son travail et il se retrouve aujourd'hui à faire un travail. Il est chauffeur Uber, il gagne beaucoup moins sa vie, mais il se débat et il se démène pour gagner un maximum d'argent. Et je voyais que sa compagne, elle était pleine d'admiration pour lui parce qu'elle voyait cette capacité à pouvoir se relever en cas de difficulté. Et on voyait que c'était pas du tout un obstacle à l'amour. Elle a connu un certain un niveau de vie. Et puis, et lui disait, moi j'ai besoin aujourd'hui de retrouver une sorte de stabilité financière avant de continuer à avancer avec toi parce que c'est indispensable pour moi de sentir que je peux aussi te rassurer sur ce plan-là. Donc, à ta question après très concrète, comment faire quand une femme gagne beaucoup plus d'argent qu'un homme? Euh, j'ai envie de préciser cette question quand il y a un enfant ou s'il n'y a pas d'enfant. Parce que quand tu vois, imaginons qu'on n'a pas d'enfant, on est juste en couple comme ça, au départ ça pose pas vraiment de problème puisque chacun a une forme d'indépendance dans sa vie. Ce qui peut être plus compliqué, c'est quand l'enfant arrive. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir un enfant ensemble, pour l'homme, ça lui prend quelques secondes pour Oui, devenir papa. clairement. Et ça ne change rien à son corps de Oui, devenir c'est clair. papa, juste de jouir. C'est magnifique, hein, je Oui, trouve c'est ça vraiment clair. sublime. Mais voilà, on lui demande juste de jouir dans le corps d'une femme et puis il peut devenir papa. Et pour une femme, eh bien, elle va vivre un bouleversement mais gigantesque pendant plusieurs années de sa vie. Dans son corps, elle va être diminuée parce qu'elle va donner toute son énergie à l'enfant. Et donc, il y a cette fameuse dette, c'est-à-dire cette grande différence entre les hommes et les femmes qui vient s'installer le jour où on devient parent. Et c'est là que ça peut poser problème. Imaginons que déjà, je rapporte le plus gros salaire et que je permets d'assurer une forme de confort matériel pour notre foyer. Mais qu'en plus, c'est moi qui porte les enfants et qui en a souvent bien la charge, ça commence à créer un déséquilibre qui est compliqué. Je vais être honnête avec vous. Dans mes consultations, j'ai reçu beaucoup de couples qui sont venus pour cette problématique où la femme avait l'impression de porter beaucoup trop. Elle dit déjà, c'est moi qui gagne plus que mon mari. Lui, il est entrepreneur, il a monté ses projets, mais bon, il gagne pas d'argent, il ramène pas d'argent. Et en plus, j'ai porté les enfants et je m'occupe des enfants. Ça peut pas durer. En fait, on a besoin quand même de pouvoir compter sur un homme. Peut-être que c'est complètement animal ce que je dis. En tout cas, quand il y a les questions de la reproduction, hein, c'est que on attend, voilà, moi je vais me charger de faire le bébé, le faire grandir. Charge-toi à ramener Oui, mais tu vois, moi, je suis la curieuse d'avoir sécurité. ton avis là-dessus parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très biologique, comme tu dis, et d'avoir besoin d'être protégé Oui, financièrement par son conjoint. Et il y a tout un débat aujourd'hui autour de ça, tu vois, même rien que dans le sujet du dating, qui devrait payer le premier date? Est-ce que c'est c'est bien de génial faire qu'on parle de ça. 50-50? Tu sais que... Qu'est-ce que t'en Ouais, penses, bah non, toi? mais c'est génial. Et attendez, je précise juste une chose avant d'aller plus loin. Je pense que quand on a déjà eu ses enfants, c'est différent. Par exemple, moi, j'ai déjà eu mes 3 enfants et c'est une question qui n'est pas du tout importante pour moi aujourd'hui quand je rencontre un homme. Enfin, pas du tout. Je veux qu'il soit toutes les valeurs qui sont importantes pour moi, mais je ne regarde pas du tout son porte-monnaie parce que je me dis que je suis responsable de mon bonheur aussi et que je suis responsable du niveau de vie parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont grands et me permettent de travailler. Mais quand ils étaient petits, c'était différent parce que j'étais voilà, très, très occupée envers eux. Et puis, je pense aussi que c'est important pour les femmes de se dire à un moment, ben, comment est-ce que je vais mettre en place des choses dans mon quotidien, dans les choix que je vais prendre aussi professionnellement pour avoir le niveau de vie que je veux avoir. C'est-à-dire que de nouveau la même chose, je délègue pas la responsabilité de mon bonheur à mon homme. Voilà.
J'attends qu'il soit un bon père, si maintenant j'ai des enfants avec lui et qu'il assure financièrement, qu'il ne me laisse pas toute seule. Je pense que c'est très important. Mais par contre, dans ma vie de femme, j'attends pas que lui m'offre ce confort. Je peux me l'offrir moi-même. Qui est-ce qui devrait payer Ah au oui, oui, premier date et premier qu'est-ce date. que tu penses du 50-50? Gros débat. Non, Grosse tu sais question. que j'adore ce sujet. Alors, je vais te Moi raconter une histoire. Donc, l'été dernier, j'ai décidé de traverser la Corse à pied. J'ai fait le GR20 en solo, toute seule. J'ai pris mon petit sac à dos et je suis partie faire cette randonnée qui est quand même assez difficile. J'ai adoré. Et évidemment, je dis évidemment, si vous me connaissez un petit peu, je commençais seule. Je ne suis pas restée une seconde toute seule. J'étais tout le temps avec plein de monde parce que j'ai fait plein de rencontres et plein de gens hyper sympas. Et puis, je suis quelqu'un de très sociable, donc ça s'est fait facilement. Et entre autres, j'ai marché avec un garçon pendant 2 jours. Et puis, à un moment, on s'entendait très, très bien. Et on allait se séparer. Lui allait à une étape un peu plus loin. Et avant de se séparer, je lui dis, allez, je t'offre un verre. Je t'offre une bière. Et je l'ai dit devant le gardien du refuge, qui était un Corse. Il m'a dit, comment? C'est toi qui vas payer sa bière? Non, mais c'est pas possible, Thérèse. Et là, énorme scandale. Je crois que toute la Corse l'a entendu. Comment est-ce qu'une femme, toi, tu vas aller payer une bière à un homme? Mais vous êtes fou ou quoi? Et donc, il était complètement en colère, il comprenait pas ça. Et le garçon, qui est mon copain, je l'aime beaucoup, a dit, oui, mais c'est parce que moi, je lui ai offert un verre hier. Alors du coup, elle me l'offre aujourd'hui. Mais quel malheureux, il fallait pas dire ça. Là, les Corses, on commence à dire, mais vous êtes complètement dingue de penser comme ça. Donc, il dit, Thérèse, non seulement tu vas pas lui servir, tu vas pas lui payer de bière, mais en plus, évidemment que c'est moi qui t'offre tout l'alcool gratuit et tout ce que tu veux comme verre. Et il est hors de question qu'une femme paye, en fait, pour un homme. Ça, jamais de la vie. Et c'était hyper drôle parce que du coup, c'était l'espèce d'énorme drama sur ce GR20. Après, on a reparlé à droite, à gauche. Alors, pour la petite anecdote, c'est que quand tu fais ce GR20, en fait, il n'y a pas évidemment de quoi tirer d'argent. Donc, il faut partir avec un sacré paquet d'argent. Je ne suis rentrée, je pense, la plus riche des randonneuses à la fin parce que j'ai pas payé un seul verre. Les Corses n'ont pas arrêté de me servir des verres, me mettre des bières et tout. C'était adorable, adorable. J'étais chouchoutée par les Corses tout du long. Et en fait, tu sais quoi? J'ai adoré ça. Bah oui. Je vais être honnête, j'ai adoré moi, tu prêches une convaincue. ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, complètement. Et je me suis dit, mais c'est quel bonheur d'avoir des hommes qui ont juste envie de te chouchouter. Mais bien sûr. Ils m'ont prise pour une princesse. J'étais avec mon short de randonneuse et mes baskets. J'étais pas toute mignonne. Mais ils étaient là, ils prenaient soin de moi. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Mais bien sûr. Et après, c'est trop lourd parce qu'il y a un gardien de refuge qui m'a dit, Thérèse, il te faut un Corse. Il te faut un mec, un vrai. Et je trouve qu'il avait raison parce que c'est très ambivalent peut-être. À la fois, moi, j'ai mon indépendance économique et je gagne bien ma vie, je suis heureuse de ce que j'entreprends. Mais j'aime bien aussi quand on vient prendre soin de moi. Et j'aime bien dans les rapports entre hommes et femmes d'avoir cette délicatesse d'offrir ce verre. Et en même temps, on pourrait se dire, oui, mais ça crée un rapport d'inégalité. Donc j'entends que c'est un débat. Alors moi, j'ai ma petite technique. Vas-y, dis-nous. Franchement, Dis-nous. je suis très curieuse de lire vos commentaires et je serais très curieuse d'avoir ce débat avec vous parce que je n'ai pas une opinion ferme sur ce sujet. La première chose que je peux dire, c'est qu'en fait, ça me fait beaucoup de bien et j'aime énormément quand il y a cette attention, cette galanterie, etc. J'avoue, humblement. Surtout en tant que femme très indépendante, qu'on prenne soin de moi, ça me touche. Ouais. Et alors moi, ce que je fais, c'est un petit tips, c'est quand je prends un verre avec un homme, parce que là, je suis célibataire, officiellement. Eh bien, si maintenant, j'envisage qu'il se passe quelque chose, je me laisse être invitée. Mais si maintenant, je vois que vraiment, ça va être de l'amitié, où on va plus se revoir, alors je fais moitié-moitié. Donc, en gros, si tu prends un verre avec moi et que je te paye le verre, c'est pas bon signe. C'est mort pour toi. Sachez-le. Soyez prévenus. Oh, mes pauvres. Donc, mais par contre, je vous dirais que j'ai passé un super moment parce que j'aime chacune des rencontres. Mais si je paye, ça veut dire que j'espère pas autre chose que cette amitié. Totalement. Voilà, c'est ça un peu mes codes. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis à 1000%, mais je fais pareil que toi. Pour moi, alors, encore pire, par contre, si je rencontre un homme et que ça se passe bien, qu'on a un bon feeling, mais que je vois qu'il n'est pas sûr de lui au moment de l'addition, ou bien qu'il bégaye un petit peu, pour moi, c'est très repoussant, en fait. Oui. Honnêtement, je pense que pour moi, c'est indispensable pour une femme d'être indépendante financièrement. Oui. Ça, c'est même pas une question. Voilà, on est bien d'accord là-dessus. C'est vraiment la base. Et franchement, vous avez 2 femmes que vous écoutez, indépendantes, entrepreneuses. Donc, on est complètement dans cet esprit-là. On est totalement d'accord là-dessus. C'est indispensable. Mais par contre, justement, que ce soit pour des femmes qui sont
peut-être très ambitieuses, qui travaillent beaucoup, qui ont envie de créer de grandes choses, ou même des femmes qui travaillent, peu importe. Je trouve que c'est super important en tant que femme de pouvoir se relâcher dans son énergie féminine quand on est avec notre partenaire. Parce que dans notre vie de tous les jours, ok, on travaille, on doit prendre des décisions, on doit l'idée, on doit sortir de notre zone de confort, vraiment aller chercher les résultats qu'on veut. Mais je trouve que quand on est avec notre partenaire, on doit justement pouvoir relâcher un peu la pression et se dire: «OK, là, je suis safe. Là, je peux vraiment relâcher la pression. J'ai pas de charge mentale». Je Moi, je trouve ça très attirant, un homme qui réussit à créer cet effet-là chez une femme, parce que c'est quand même très rare aussi aujourd'hui de voir un homme qui arrive à, je sais pas, même pour prendre un verre. Typiquement pour prendre un verre ou pour aller dîner avec un homme. Ça m'était arrivé, il y a peut-être, quelques mois. J'avais rencontré un homme à Dubaï et on devait aller dîner ensemble. Il me dit: «Mais alors, quel restaurant t'aimes bien?» Enfin voilà, il essaye de se renseigner et je lui donne le nom de mon restaurant préféré. Je te mens pas, Thérèse, avant le date, c'était un samedi soir que c'était prévu. Du mardi au samedi soir, il m'a demandé au moins 5, 6 fois: «Non mais et puis ce restaurant-là, mais cet endroit-là, mais qu'est-ce que t'en penses?» Et je me dis: «Mais attends, mais c'est en train de me donner une migraine cette histoire! J'ai déjà tellement de choses à gérer!» Je ris. Du coup, Et là, non, c'est pas possible. ouais, c'est pas possible, tu vois? Et je trouve que l'aspect financier, c'est une manière de montrer à la femme, je Mm. trouve que tu Parce que derrière, en fait, ce dont on a besoin dans la vie sexuelle et dans la vie amoureuse, c'est d'avoir quelqu'un qui soit viril, mais dans le beau sens du terme. Quand je dis viril, je veux dire avoir un adulte devant toi. Un adulte, c'est quelqu'un qui assume, qui a confiance en lui, qui ose, qui entreprend, qui n'a pas peur. Et peut-être que je vais t'emmener dans un endroit qui te plaît pas complètement, mais en fait, c'est pas grave, parce que ça te plaît pas, on ira ailleurs. Et en fait, cette espèce de confiance qui crée, de la confiance aussi, et qui permet de s'abandonner dans le lien. Et donc voilà, donc c'est pareil par rapport à la question de, oui, de l'argent, ça c'est vraiment très important. Et on voit bien effectivement ces hésitations ou cette comptabilité, moi je pense elle est au détriment de ces relations d'amour. Alors, je donne un autre petit argument. Alors, vous nous écoutez peut-être, si vous nous voyez sur YouTube, je pense que tu mets ton podcast sur YouTube, on est deux femmes. On assume notre féminité toutes les deux, je pense. Et puis, on aime bien voilà, être belle et prendre soin de nous. Et mine de rien, quand tu essayes de prendre soin de toi, ce soit par des jolis vêtements ou par en portant des bijoux ou en t'apprêtant, en faisant du sport, etc., ben, ça a un certain coût aussi. Ça veut dire que quand moi j'arrive dans une date, quand j'arrive pour rencontrer quelqu'un, ça me coûte déjà pas mal d'argent ah pour mais c'est arriver clair, toute jolie et bien apprêtée. sûr. Alors que pour les hommes, eh bien, comme on n'a pas les mêmes codes, souvent ça leur coûte beaucoup moins cher. Si on faisait les calculs, finalement, en fait, le jour de la rencontre, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour être jolie. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors après, je suis pas du tout une fille très très coquette, mais on comprend quoi. C'est-à-dire que je sais pas, j'arrive pas. Oui, de prendre soin de soi, ça coûte de l'argent. Voilà. Et c'est, à mon avis, c'est ça que ça vient compenser dans le côté qui paye le verre. Et c'est pas, c'est Inès Reg qui avait fait cette vidéo qui a été virale. Les comptes sont pas bons, Kevin. En fait, Ah moi, j'ai oui! déjà payé cette veste-là, et puis ce manteau-là, et puis ces chaussures. Et toi, tu me payes un McDo. Non, mais tu te fous de moi, en fait. Ouais. Et voilà. Et c'était extraordinaire comme vidéo parce qu'elle montrait à quel point voilà, on veut une forme d'égalité, mais en réalité, ou bien on l'a complètement, alors du coup on arrive bah voilà, sans être préparé, ou alors on la compense. Et puis c'est tellement beau ces jeux de séduction. Ah, c'est trop beau, Ouais. j'adore aussi, j'adore vraiment. Et je trouve qu'aujourd'hui, je vais pas dire que c'est facile de séduire, mais quand même, je veux dire, il y a vraiment de la place pour se démarquer, en fait, je trouve, dans un date, tu vois. Mm. Je sais pas, être, comme tu disais, entreprenant ou faire en sorte que la femme ne te voit pas payer l'addition. Donc, il y a quelque chose de très classe là-dedans. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être faites et qui te démarquent et te Mm. différencient, quoi. Je sais que ça peut sembler très déstabilisant pour beaucoup d'hommes qui disent mais vous voulez une égalité, mais quand il s'agit de payer un verre, alors là c'est moi qui dois payer, c'est pas logique. Donc de nouveau, il faut prendre en considération tous les coûts pour si on veut être vraiment dans une forme d'égalité. Mais
cette logique d'égalité ne fonctionne pas dans l'amour et dans les relations sexuelles. Et c'est ça, en fait, qui pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est donc pour l'émancipation des femmes. Et je suis complètement dans ce mouvement-là, puisqu'en tant que femme, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours encouragé les femmes à travailler. Avoir cette indépendance économique, elle est nécessaire. C'est comme ça que j'élève ma fille qui fait des super grandes études. Voilà, moi, j'ai ce côté très féministe d'avoir une puissance aussi intellectuelle, financière, etc. C'est important pour les femmes. Mais dans la logique de l'amour, c'est important aussi d'avoir ces jeux à la Ah fois oui, de séduction. on est Ouais, et différents. on est différent. Et on a besoin de ça, en fait, pour que ça Ouais, fonctionne. je trouve que les gens n'acceptent pas assez cette réalité qu'on est différents. Mm. Mais bien sûr, ça n'annule pas l'importance de l'émancipation de la femme, en Ouais, fait. ouais. Et ok, Non, mais je suis vraiment contente qu'on en parle. Et je serais curieuse d'avoir des avis parce que je pense que c'est un petit débat de société puisque ça s'est installé. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est, je vous parlais de cet exemple de la Corse où ils ont d'autres. Alors, on va dire, oui, mais ils sont hyper machos en Corse. Bien sûr qu'il y a, il y a peut-être un excès qui est pas bon, mais moi, j'ai tellement adoré qu'on prenne soin de moi, qu'on fasse attention. Et c'était pas comme si après, je leur devais quelque chose non plus. On c'était rigole. normal. Je me sens assez libre. Et peut-être que c'est ça aussi qui joue. Peut-être là aussi, c'est un conseil pour les femmes qui nous écoutent, c'est que essayer d'arriver à un niveau dans votre vie où tu vas te laisser être dans ces jeux de séduction si tu as confiance en ta capacité à pouvoir dire non le jour où tu as envie de dire non. C'est-à-dire que si tu penses que parce qu'il a payé l'addition, alors tu lui dois du sexe, je fais exprès de utiliser cette expression parce que c'est comme une sorte d'échange commercial, alors ça ne va pas du tout. Si tu es capable de dire on a passé un super beau moment, merci, et en fait tu le laisses payer aussi parce que tu as envie de le revoir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu lui devras un service sexuel, alors ça te laisse une grande liberté d'accepter. Moi j'aime énormément les jeux de séduction, je suis immensément joueuse. Les hommes qui savent jouer, on peut bien s'amuser. Les hommes qui sont mauvais joueurs, ils perdent très très vite avec moi. Et mauvais joueur, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, d'être pas, par exemple, typiquement pour proposer une date où on voit que c'est un peu compliqué. Si tu sais pas jouer, si tu sais pas t'amuser, si tu n'oses pas, tu n'entreprends pas, tu vas Game perdre. over. Game over, Ah, c'est des c'est paris clair, actifs. c'est clair. Mais c'est un jeu. C'est Et un c'est ce très que je dis beau souvent jeu. aux célibataires que j'accompagne. J'ai dit, j'interroge cette capacité à pouvoir jouer. Est-ce que vous êtes joueur? C'est beau le jeu. Parce que parfois, on peut aussi moraliser la séduction en disant c'est une forme de manipulation. Ouais, c'est ça. Et alors la réponse est de dire moi, je veux être aimée pour ce que je suis, donc je vais me montrer telle que je suis. Je vais pas commencer à me faire belle ou quoi parce que je vais du coup induire l'autre en erreur. Non, c'est pas ça dont il s'agit. C'est de s'amuser, de jouer, d'être dans la légèreté, dans la fantaisie. Et c'est comme ça que la connexion se crée. Si on est trop rigide, ça ne marche pas. Non, Ouais. c'est clair. Et en parlant de ça, parce que j'ai sondé la communauté avant que tu arrives pour voir leurs questions sur ces sujets-là. Mhm. Une question qui est revenue plusieurs fois, c'est euh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien le rapport sexuel au premier date? Waouh. C'est une sacrée Vraie question. Ouais. Alors, pourquoi vraie question? C'est parce qu'on voit bien que dans la façon dont elle est posée sous la forme de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est moralement bien? Est-ce que c'est pas Exactement. bien? Et on voit bien que dans cette formulation, on a un profil de personnalité qui cherche à bien faire. Je vais faire exprès pour provoquer comme un enfant de 7 ans qui veut faire plaisir à papa, maman et la maîtresse. Ça veut dire que j'essaye de capter autour de moi ce qu'il faut faire et je vais m'y conformer comme être une bonne élève, bien faire les choses. Mais ça, c'est une logique d'enfant. La femme adulte, l'homme adulte ne se pose pas la question de ce qu'il faut faire, ce qui est bien de faire, ce que je dois faire. Il va brancher son cerveau à son cœur profond, à ce qu'il ressent au fond de lui, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, dans le beau sens du terme, qu'est-ce qui me rend vivant, qu'est-ce qui me rend vivante. Moi, c'est un peu ma marotte, ce mot envie, parce que si tu le découpes, c'est envie, ce qui me rend envie, tu vois, qui est vivant. Et donc, la question à se poser, c'est pas qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce que je dois faire, c'est est-ce que j'en ai envie. Ça veut dire, est-ce que je pense qu'en vivant ce moment, je vais me sentir plus vivante, plus vivant? Si oui, j'y vais. Sinon, je n'y vais pas. Et dans certaines relations, on sent bien, on peut se dire, oui, j'ai envie parce que je ressens des impressions agréables et donc j'ai envie sur le moment. Mais alors, ce qui va être important, c'est de dire, OK, je peux y aller, mais comment je vais me sentir après? Et c'est là, en fait, que l'envie, parfois, sur le moment, elle est de, ben, bien sûr, parce que c'est quand même bon tout ça, donc de faire l'amour. Mais je me dis, en fait, après, je vais pas me sentir bien. Si je pense que je vais pas me sentir bien après, alors je n'y vais pas. Parce qu'en fait, j'ai peut-être envie d'autre chose. Vous voyez, donc l'envie, il faut la poser à différents degrés. J'ai envie de ça, ok, mais alors qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Est-ce que je me sentirai vivant? En fait, peut-être pas.
Donc là-dessus, ça dépend pour chacun. Après, c'est une espèce d'alignement avec soi. C'est un peu la même question de quand est-ce qu'avoir un rapport sexuel, à quel âge, etc. C'est comment est-ce que je suis vraiment à l'écoute de ce qui me rend bien. Mais attention, par rapport à ce sujet, mais tu vois, j'aurais envie de te dire plein de trucs, hein. Tu m'interromps. Mais c'est parce que aujourd'hui, on est quand même dans une société qui encourage à avoir des rapports sexuels assez rapidement. D'abord, on couche et après, on voit s'il y a affinité. En gros, c'est un peu ça le modèle de dating en Occident. Mais il y a un gros sujet dont on ne parle quasi jamais. C'est que quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un et que cette relation sexuelle, elle t'apporte du plaisir, il y a un espèce de cocktail d'hormones fait entre autres d'ocytocine qui s'appelle l'hormone de l'attachement. Ça veut dire que coucher avec quelqu'un, c'est pas anodin. Tu vas ressentir un attachement pour la personne avec qui tu as une relation sexuelle qui se passe bien. Si tu couches avec quelqu'un, mais que dans l'heure qui suit, on se détache parce qu'on doit chacun rentrer chez soi. Si tu couches avec quelqu'un et tu peux pas prolonger ce moment avec cette personne, eh bien, il peut se passer une forme de déprime intérieure, et ça s'explique parfois même hormonalement, parce qu'on n'est pas fait pour se détacher d'une personne avec qui on vient de s'attacher sexuellement. Ça veut dire que si tu enchaînes les dates et que tu enchaînes les rapports sexuels avec différentes personnes, tu pourrais ressentir au bout d'un certain temps, et parfois assez rapide, une forme de déprime, voire de dépression. On n'en parle pas, mais c'est un vrai sujet. Et c'est particulièrement valable chez les femmes, parce que chez nous, ce cocktail d'hormones, fait entre autres d'ocytocine, est beaucoup plus fort que les hommes. De nouveau, ça doit avoir un rapport avec un reste un peu animal pour la reproduction, etc. Donc attention, si vous êtes une femme, à vous respecter aussi dans votre sexualité de femme. Pareil pour les hommes, mais c'est que on n'est pas fait pour se détacher rapidement de la personne avec qui on vient de coucher. Voilà. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'écoutais un podcast ce matin où l'invité parlait de ça, mais de l'autre côté, chez les hommes, et il expliquait que les hommes, ils ont un peu comme l'effet inverse. Il y a un terme pour ça, mais je me rappelle plus le nom. Où dès qu'ils ont joui avec une femme, il y a une forme, je vais pas dire de dégoût, mais il y a une forme de détachement presque immédiat où ils ont pas forcément cet aspect émotionnel de vouloir se faire un câlin. Ou... Tu Mm. vois, c'est intéressant Oui. cette différence entre les deux. Ouais. Mais concrètement, l'homme, il se donne, et dans la jouissance, ben, voilà, il donne son sperme, mais il y a une idée de... Il est épuisé après, quoi. Il a envie de se reposer, il a cette énergie-là après. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est faux de penser qu'on peut détacher le corps de nos émotions et de nos pensées. On est un tout est lié. Donc, dans cette mouvance de multiplier ce qu'on dit vulgairement les plans cul, mais donc en fait des expériences sexuelles sans lendemain, ça peut engendrer vraiment un état de dépression et de déprime. Enfin, dépression c'est fort, déprime déjà, juste être triste et de pas être bien. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est que ça vient aussi peut-être parfois dans certaines situations casser toute l'élaboration de la séduction. Parce que, on va pas se mentir, ce qui est génial, c'est le challenge. Et si c'est trop facile, ça perd un peu de son intérêt. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que si tu es une fille facile, tu n'es pas intéressante. C'est pas du tout ça que je dis et je pense. Mais quand même, l'idée de la facilité, c'est intéressant. Est-ce qu'on est dans le jeu, quoi? Est-ce qu'on va se challenger? Est-ce qu'on va aller chercher l'autre? Et puis, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Et comment est-ce que tu vas venir me séduire? Si en quelques heures, déjà, je peux obtenir ce que je veux de toi, en fait, on perd en termes d'intensité et de jeu. Voilà. Et puis après aussi de mouvement, d'engagement. Alors, il y a une chose... C'est un peu étrange d'en parler aujourd'hui. Ça va étonner beaucoup de personnes qui commencent à me suivre, parce que si tu commences à me suivre, tu ne peux pas imaginer que moi, quand j'étais adolescente, j'avais choisi de ne pas avoir de relations sexuelles avant mon mariage. Et mon premier mariage a eu lieu à 19 ans. J'avais fait ce choix-là et j'en avais parlé publiquement. Enfin, je passe tous les détails, mais donc c'était pas un secret. C'était une vraie décision. Et c'est marrant parce que c'est une décision que je ne regrette pas encore aujourd'hui. Même si pourtant je me suis mariée peut-être trop jeune, je pense que c'était pas ça le problème. J'avais d'autres aspects. Je pense que tout ce que j'ai raconté par rapport à mon histoire personnelle de petite fille qui me sentait pas aimée, je pense que c'est plus là l'origine du fait que mes mariages n'ont pas pu durer et que je me suis un peu galérée en amour. Mais même si je ne sais pas, en fait, avec mes enfants, je ne leur dis pas qu'ils ne doivent pas avoir de relations sexuelles avant un couple engagé. C'est pas le discours que je donne. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne regrette pas du tout dans mon histoire, d'avoir eu un temps d'abstinence, un temps où, en fait, on n'a pas tout de suite été à la relation sexuelle. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que si j'ai une vie sexuelle aussi épanouie depuis le premier jour, et j'ai 40 ans, j'ai 21 ans de vie sexuelle
ultra épanouie, mais vraiment, pour le coup, ça, c'est quelque chose de très heureux dans ma vie. Je pense que c'est parce que j'ai pas tout de suite été au sexe avec dans ma première relation. Je pense qu'en fait, ce moment-là, dans mon histoire, hein, ça peut être pour quelqu'un, ça peut être différent, mais le fait d'avoir attendu, d'avoir préparé les corps, d'avoir en fait finalement été dans une découverte progressive de la sexualité et pas en un coup au sexe, d'avoir développé de la sensualité, puisque si tu vas pas faire l'amour jusqu'au bout, ben, du coup tu vas apprendre à regarder l'autre, à sentir son odeur, à parler de sexualité, à se masser, à s'embrasser pendant des heures, et donc tu prends le temps. C'est vraiment l'idée de je prends le temps d'apprivoiser mon propre corps, le corps de l'autre, je prends le temps de découvrir la sexualité. Et ça, c'est un cadeau que tu te fais dans ta vie quand tu prends le temps parce que tu développes une sexualité qui est beaucoup plus riche que celle qui est uniquement réduite à la génitalité, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, c'est vrai que ça permet de poser ces bonnes questions. Alors, on pourrait dire, oui, mais du coup, tu t'es mariée vite pour avoir un rapport sexuel. Dans mon histoire, c'est pas ça. Je me suis mariée vite pour d'autres raisons. C'était pas pour avoir un rapport sexuel, mais j'ai trouvé que c'était assez beau ce qu'on a vécu à ce moment-là. Je sais que c'est complètement décalé par rapport Moi, à je trouve la ça vie hyper d'aujourd'hui. Ah intéressant. oui? Ouais, je trouve ça magnifique. Quand j'interviens en milieu scolaire, parce que je le fais chaque semaine, j'encourage vraiment les jeunes à au moins garder cette idée de progression. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que le geste de mon corps soit en cohérence avec ce que je ressens pour toi et avec là où j'en suis intellectuellement, Oui, enfin même qu'il dans n'y mes ait pas de pensées. dissonance, en Voilà, fait. c'est ça. Mais ce qui est intéressant, tu vois, ça me fait penser au sujet du porno, justement, parce que aujourd'hui, on est on va dire, une ère où tout va très vite. On est vraiment dans l'ère de la consommation très cheap, très rapide de dopamine. Et du coup, je trouve que, tu vois, ce que tu es en train de dire là, c'est vachement important parce que t'invites à prendre le temps et justement à savourer ce jeu aussi parce que, bah, justement, vu que tout va vite et beaucoup de personnes aujourd'hui consomment du porno, donc comment est-ce que, selon toi, la consommation de porno, elle nous empêche d'avoir une vie sexuelle épanouie? Ah oui, alors là, c'est vraiment un gros sujet. Moi, alors, ça fait partie des combats de ma vie. Alors, pas que le combat m'intéresse en tant que tel, mais je suis obligée de mener ce combat parce que si je veux prendre soin des relations d'amour de nos contemporains, il faut combattre ce fléau qu'est la pornographie. La pornographie vient vraiment détruire nos relations d'amour, mais littéralement. Litté- Elle vient détruire notre relation d'amour parce que d'abord, elle vient détruire notre relation à nous-mêmes. Quand on en consomme, ça peut engendrer chez nous à la fois des angoisses, comme on dit, de performance. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Parce que je me compare à ce que je vois. J'ai une certaine vision de la sexualité et je voudrais en fait finalement y arriver. Donc, je peux avoir des complexes, un manque de confiance vraiment en moi et tout ça va m'empêcher d'être bien avec l'autre. Donc déjà, ça peut abîmer ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi qui sont des indispensables pour une vie sexuelle épanouie. Mais aussi, ça va détruire ma relation à l'autre parce que ça va modifier le regard que je porte sur l'autre. À force de voir ces représentations, eh bien, je vais regarder l'autre au travers de ce que j'ai pu voir. Donc, je peux être encombrée par des images. Je suis justement, on parlait de faire une date avec quelqu'un, je suis avec cette femme et en fait, j'ai des images hyper sexuelles qui me viennent et qui parasitent la rencontre avec cette personne. Ou alors, je vais avoir un regard sur des parties, ces zones de son corps, sans écouter vraiment le fond de son cœur. Et ça va empêcher aussi de me connecter à elle. Et puis, évidemment, il y a, sans qu'on s'en rende compte, on va vouloir un peu reproduire ce qu'on a vu. Sauf que ces images, elles ne sont pas faites pour nous expliquer comment bien faire l'amour. Elles sont faites pour provoquer l'excitation sexuelle en vue de la masturbation, mais donc elles ne sont pas faites pour la connexion et l'amour. Et puis après, il y a encore un autre aspect, c'est que ça va aussi jouer sur tout ce qui est de l'ordre du mensonge. Le mensonge à soi-même, le premier mensonge à soi-même, c'est dire oh, il n'y a pas de mal à en regarder. Donc déjà, premier mensonge parce qu'on se sent bien au fond de soi que ça ne nous fait pas du bien. Et puis un mensonge à l'autre, je vais le cacher, pas lui dire. Ben, on sait bien que tous ces mensonges eh bien, engendrent aussi des pertes de connexion. Là, j'accompagnais encore, enfin j'accompagne tous les jours, mais je pense à un couple en particulier où la femme découvre que son conjoint regarde de la pornographie, mais le vit comme une vraie trahison. Pendant toutes ces années, il lui en a pas parlé. Il y a quand même, il va dire oui, mais c'est pas de l'infidélité. Là aussi, mensonge à soi-même. Si on entend la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle, elle est brisée quand tu regardes la pornographie, parce qu'il y a bien un acte sexuel, la masturbation, qui est fait en regardant d'autres personnes de la vraie vie, parce que c'est des vrais gens, qui ont une activité sexuelle. Alors, c'est fait par l'intermédiaire de l'écran, mais l'exclusivité sexuelle est brisée quand on regarde la pornographie. Alors, si c'était dans les règles du jeu du couple d'être exclusif, eh ben, c'est normal que ça fasse du mal. Donc,
Finalement, c'est une industrie qui cherche à faire du profit, et elle en fait énormément, mais qui ne cherche pas une fraction de seconde à nous permettre de mieux nous aimer. Et d'ailleurs, tout leur business est basé sur notre misère affective et amoureuse. C'est vrai. Et tu vois, ce matin, moi, je suis curieuse d'avoir ta perspective là-dessus parce que quand j'écoutais le podcast ce matin, l'invité parlait de les raisons pour lesquelles autant de personnes sont addictes au porno. Pour toi, c'est quoi qui amène certaines personnes à être autant... Bon, après, le porno, on sait tous que c'est une forme de consommation de dopamine très cheap, très rapide. Donc, on sait ce qui se passe dans le cerveau quand on consomme cette dopamine, le cerveau en reveut, donc il y a une addiction qui est créée. Mais qu'est-ce qui amène les gens à regarder du porno? Qu'est-ce qui fait que autant de personnes regardent du porno? Et surtout, qu'est-ce qui fait que autant de personnes en ont honte? Parce que je pense que la honte qui est liée au porno empêche justement à ce qu'il y ait un changement, en fait, finalement, et que les gens peut-être arrêtent d'en consommer et changent leur rapport à la sexualité, tu vois. C'est vraiment ça. Ce qui crée l'addiction, c'est que la majorité des consommateurs de pornographie ont été exposés quand ils étaient mineurs à la pornographie. Ça veut dire quand ils étaient enfants, collégiens ou lycéens. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore en capacité à pouvoir gérer ce que ces images provoquent en eux. C'est très important de le dire parce que quand ils ont été exposés à ces images, il s'est passé un choc. On peut parler vraiment de traumatisme. Avec ta tête et ton intelligence, tu te dis, c'est pas bien ce que je suis en train de regarder. Au niveau émotionnel, tu vas ressentir la première fois que tu en vois du dégoût. Ah, ça me dégoûte ce que je suis en train de voir. Et ton corps va dire, mais c'est très très bien ce que tu es en train de regarder. Le corps, il a une sensation agréable, l'excitation sexuelle, est très agréable quand il y a du plaisir sexuel. À ce moment-là, les câbles internes entre la tête, le cœur et le corps, ils vont disjoncter. Tu vas littéralement péter les plombs. Normalement, tout est aligné entre la tête, le cœur et le corps, mais pas quand il s'agit de pornographie. Et là, tu vas pas comprendre comment ça se fait que j'ai aimé dans mon corps regarder quelque chose qui pourtant me dégoûte. Comment ça se fait que j'ai aimé dans mon corps quelque chose qui pourtant m'est interdit. Et c'est là que va naître deux émotions, à la fois la honte et la culpabilité. La culpabilité, parce que je pense que j'ai fait une bêtise, j'étais pas censée voir ça. Donc en général, tu vas pas chez tes parents en disant papa, maman, j'ai vu des images bizarres sur mon téléphone. Parce que tu as peur de te faire gronder, comme me disent tout le temps les collégiens et les lycéens que je rencontre. Mais nos parents se fâcheraient sur nous, on a fait une bêtise. Ils pensent qu'ils ont fait une bêtise, donc ils n'en parlent pas. Mais il y a un autre sentiment, c'est la honte. La honte, c'est que tu as peur du jugement qu'on va porter sur ta personne. Si mon père, si ma mère savaient que je regarde ces images, que vont-ils penser de moi? Est-ce qu'ils vont penser que je suis une mauvaise personne, que je suis tordue, que je suis pervers ou perverse? Et donc, la honte et la culpabilité, ce sont deux émotions qui font qu'en réaction, tu vas t'enfermer dans le silence, tu ne vas pas en parler. Quand tu te sens coupable ou honteux, tu n'en parles pas. Tu t'enfermes dans le silence, sauf que tu n'as pas compris pourquoi tu as ressenti une sensation agréable en voyant ces images. Et notre cerveau, il est fait pour comprendre les choses. L'humain, il veut comprendre. Alors comme tu n'as pas compris, tu es retourné pour voir si la seconde fois, ça fait la même chose. Et la seconde fois, ça fait la même chose puisque ces images sont fabriquées pour provoquer instantanément chez celui et celle qui la regarde de l'excitation sexuelle. Et c'est comme ça que je vais retourner en regarder. Alors ça, c'est la première étape. Mais comment je vais venir dans l'addiction, c'est que c'est quand même super agréable cette affaire-là, cette dose de dopamine, là, elle est quand même bonne. Et je me dis, si je peux me procurer cette dose de dopamine, de plaisir, sans avoir de culpabilité et de honte, ce serait le bonheur. Et c'est là que je vais commencer à me raconter un tas d'histoires pour m'auto-persuader qu'il n'y a pas de mal à en regarder. Du genre, tout le monde regarde la pornographie. Il n'y a pas de mal à en faire parce que tout le monde le fait. C'est celui qui ne regarde pas qui a un problème. Beaucoup de gens disent Mais ça, bien ouais. sûr, mais c'est pour se déculpabiliser parce que si tout le monde en regarde, j'ai pas de problème à en regarder. Autre chose, c'est ah non, mais moi je suis tout à fait capable de faire la part des choses, ça n'a aucun impact sur ma vie personnelle. Et là aussi, je m'auto-persuade qu'il n'y a pas de problème. Ou alors de dire j'arrêterai le jour où je serai en couple, quand tu es en couple. J'arrêterai le jour où je serai bien dans mon couple, le jour où tu es bien dans ton couple. J'arrêterai le jour où on sera mariés. Et en fait, à chaque fois, tu repousses. Et en fait, tu t'arrêtes jamais. Ça aussi pour t'auto-persuader qu'il n'y a pas de mal à en regarder tant que tu es célibataire ou que tu n'es pas vraiment encore dans un couple engagé, etc. En fait, tu vas te raconter un tas d'histoires. Ou par exemple, l'histoire de ah, mais je fais de mal à personne, ces gens-là sont consentants. Là aussi, je me dis, c'est pas grave puisque ces gens-là le veulent. Bien sûr qu'en plus, c'est faux. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas vraiment vérifier le consentement de ces acteurs et ces actrices. Et sur beaucoup de plateformes, ils ne l'étaient pas. Et donc, tu vois, c'est ces histoires qu'on se raconte. Et en fait, on va se mentir à soi-même. Et c'est pour moi, là, la chose la plus grave avec cette pornographie, c'est que ça vient pervertir notre rapport au bien et au mal. C'est-à-dire qu'on a des cerveaux d'enfants, collégiens après lycéens, qui vont être capables
de transformer un mal en un bien, capable de s'auto-persuader qu'il n'y a pas de mal à regarder quelque chose qui leur fait du mal, en fait, capable de se mentir à eux-mêmes. Et donc, ils n'ont plus cette notion de bien-mal. Et Et c'est toi, là que ça va poser problème aussi à l'âge adulte. Oui, mmh. pardon. Et toi, comment est-ce que tu je pense que ce que tu dis, c'est super important et que justement pour aider un maximum de personnes qui pourraient nous écouter et qui sont dans cette situation où elles regardent du porno et elles sentent à un certain niveau que ça leur fait du mal, Mm. comment est-ce que ça impacte les gens de regarder du porno, quotidiennement ou quasi Mhm. quotidiennement? C'est quoi les effets néfastes? Alors, il y en a plusieurs. Donc, il y a un effet néfaste, par exemple, sur la vie sexuelle. Tu vas sentir soit une énorme libido, mais qui va être encombrante. Tu vas avoir une envie de sexe en permanence parce que ta pulsion sexuelle est sans cesse nourrie par ces images. Ou alors le contraire. C'est que tu ne vas plus avoir d'envie sexuelle. Et donc, une baisse vraiment de désir pour ton partenaire. Si vous êtes en couple avec un homme qui n'a pas très envie de faire l'amour, posez-lui la question, ou en tout cas, essayez d'avoir une réflexion sur le porno, c'est un peu beaucoup ou énormément. Parce que ça peut Ouais. avoir un impact là. Autre chose aussi, c'est dans les dysfonctions sexuelles. On les voit particulièrement chez les hommes. Les problèmes d'érection, très, très, très courants. C'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion liée à la peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, etc., dès qu'on est en insécurité, plus rien ne fonctionne dans la sexualité. Donc chez un homme, c'est très visible. Donc des pannes sexuelles, des problèmes d'érection, ou des éjaculations rapides, etc. Enfin, en fait, de ne pas savoir en fait, se contrôler, se maîtriser. Et ils vont dire, c'est quand même bizarre, ça marche très bien devant un porno, mais quand je suis avec une vraie femme de la vraie vie, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur corps s'est habitué à avoir du plaisir sexuel selon un certain protocole qui est lié à la pornographie, une excitation, je regarde ces images, j'ai après du plaisir, mais du coup, c'est pas comme quand on fait l'amour à une vraie femme de la vraie vie. Donc, ils savent moins bien faire. Ça va avoir des conséquences aussi dans les pratiques, parce qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont problématiques, parce qu'elles ne sont pas orientées vers l'amour, mais plutôt vers la recherche de son propre plaisir égoïste. Et si un homme est égoïste dans la sexualité, c'est un très mauvais amant. Et en plus, il va faire du mal à l'autre. Et puis après, il y a aussi une perte de temps qui est très importante. Et il y a autre chose dont je voudrais parler, parce qu'il faut en parler, c'est que si tu t'habitues à consommer du sexe, je fais exprès d'utiliser cette expression, parce qu'on n'est pas dans la sexualité, c'est comme une sorte de produit de consommation. La pornographie, c'est une industrie qui cherche à faire du profit, c'est-à-dire que, il y a un business derrière, OK? Mais ça veut dire que tu t'habitues à être un consommateur de ce produit. Eh bien, pour augmenter les doses, tu vas vouloir rechercher des choses de plus en plus fortes et donc la pornographie peut rapidement ne plus te satisfaire. Donc, tu vas aller vers les cam girls, des femmes qui vont se dénuder devant toi ou alors aller sur toutes les plateformes de OnlyFans, etc. pour avoir d'autres sensations ou alors aller dans les salons de massage, mais pas massage complet ou alors après aller voir des prostituées. En fait, il peut y avoir un espèce d'engrenage dans la consommation de services sexuels parce que ton cerveau s'est habitué à consommer du sexe comme un produit parmi d'autres. Oui, tout à Ouais, fait. Et c'est vrai que ce que j'ai entendu dire, c'est que du coup, il y a une forme d'accoutumance ouais. et ils vont chercher à avoir des sensations de plus en plus fortes en allant Mmh. vers des choses peut-être même parfois très trash ou très Exactement. douteuses Ouais. ou, Et dans les sensations aussi, on parle de fantasmes. Donc la pornographie, c'est une mise en scène aussi donc de fantasmes sexuels. Mais le fantasme, le propre du fantasme, c'est que c'est un scénario que l'on se construit et qui est de l'ordre de l'interdit, à la différence de la fantaisie sexuelle qui est permise. D'accord. La fantaisie sexuelle, c'est faire l'amour, je sais pas, ailleurs que dans sa chambre, c'est permis, hein, d'accord. Mais ce qui est interdit, c'est faire l'amour devant des gens. Ça, c'est interdit. Donc, on en parle le fantasme de faire l'amour devant des personnes parce que ça doit être drôlement sympa de pouvoir faire l'amour quand on veut, comme on veut, devant qui on veut, mais c'est interdit. Donc, on le relègue dans notre imaginaire. Quand on y pense, ça crée de l'excitation sexuelle, mais le faire est interdit. Ok. Ça, c'est propre du fantasme. C'est vraiment lié à la transgression à l'interdit. Quand tu regardes des images pornographiques, donc tu regardes des fantasmes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau n'est pas capable de faire la part des choses entre un plaisir sexuel qu'il a obtenu par masturbation en regardant un certain fantasme ou un plaisir sexuel qu'il a obtenu en vivant lui-même le fantasme. C'est-à-dire que la pornographie vient tromper notre cerveau. D'une certaine façon, pour notre cerveau, regarder, c'est faire. Le cerveau croit que tu as fait ce que tu as vu. Parce qu'il n'y a pas de distance entre l'image et la sensation corporelle. C'est très important ce que je vous raconte là parce que du coup, ça va avoir des impacts directs dans la construction de sa sexualité. Je pense par exemple aux adolescents qui regardent de la pornographie
et qui vont envoyer un message à leur cerveau qu'ils sont des super reproducteurs parce qu'ils ont des relations sexuelles très régulières avec les femmes les plus belles de la planète, alors qu'ils sont complètement puceaux, qui n'ont jamais touché une femme ni approché une femme. Et donc, ça va aussi jouer dans la baisse de motivation pour aller séduire une femme, la rencontrer. Et donc, on a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de relations sexuelles avec des femmes et qui ne vont pas aller séduire. Et je me souviendrai toujours de cette remarque de ce lycéen qui me disait: mais madame, c'est tellement plus facile de regarder du porno que d'aller draguer une fille. Mais c'est Voilà. ça, c'est de la facilité en Bah fait, oui, c'est mais oui, ça, notre cerveau, il est adepte c'est de ça la le facilité. problème. Mais oui, en fait, pour un homme, et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que, enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de consommation de porno chez les hommes que chez les femmes. Oui, mais les femmes en consomment de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ce mécanisme de l'addiction peut avoir lieu chez les hommes comme les femmes. C'est pareil, d'accord, et donc les femmes sont aussi de plus en plus consommatrices de pornographie. Mhm. Et tu vois, si on prenait l'exemple d'un couple qui a une vie sexuelle peut-être moins épanouie qu'au début, ou en tout cas, il y a un manque d'épanouissement sexuel parce que il y a un des partenaires qui consomme beaucoup de porno. Mhm. Qu'est-ce qui peut aider le partenaire en question à changer justement à ce niveau-là et à arrêter de consommer du porno? Qu'est-ce qui peut... ou d'ailleurs, même pas forcément une personne qui est en couple, même quelqu'un qui est Mm. célibataire, mais qui voit que ça impacte sa vie de tous les jours parce qu'il a du mal à rencontrer des gens ou des femmes et à vraiment avoir une vraie vie sexuelle. Qu'est-ce que Mm. tu leur conseillerais pour changer ça? Déjà, de faire l'expérience d'une vie sans porno. Je ne vous parle pas de 2, 3 jours, hein, de vraiment plusieurs mois. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez retrouver un regain d'énergie pour entreprendre des choses, un regain d'énergie pour vous remettre au sport ou pour rencontrer des gens. Vous allez voir que ça va vous ouvrir parce que le problème, c'est que la pornographie isole en général. Et puis aussi, peut-être que vous allez voir qu'en retirant la pornographie, il y a des choses qui vont pas aller dans votre vie parce que moi, je dis que c'est un peu l'opium du peuple, la pornographie. C'est une drogue qui nous permet d'anesthésier toutes les choses qui, dans notre vie, nous font du mal. Peut-être que dans mon couple, je ne suis pas heureux, mais je regarde mon porno et alors, du coup, bon, moi, j'ai mon petit shoot de plaisir, un peu ma petite drogue, et puis ça va mieux. Si je l'enlève, je vais réaliser qu'il y a des problèmes dans mon couple. Mais c'est une bonne nouvelle de le réaliser parce qu'on peut aussi se donner les moyens de résoudre ce problème ou bien d'arrêter la relation. Ou des problèmes tout court, Ou des parce que... problèmes tout court. Évidemment, j'allais en parler aussi dans le travail, par Ouais. exemple, ou dans ma vie relationnelle, ou des choses, en fait, que cache cette pornographie? Parce que si vous la voyez comme une drogue, et moi, j'ai pas peur de dire que c'est une drogue dure, si vous vous droguez, c'est qu'il y a aussi peut-être un mal-être qu'il va falloir regarder. Oser regarder, prendre le risque de regarder pour peut-être aller le réparer, parce que la pornographie ne va rien réparer, ne va rien résoudre. Donc il y a toute la question de la gestion émotionnelle qui va être importante et de retrouver un équilibre émotionnel qui soit voilà, beaucoup plus stable, que la pornographie vient parfois compenser, tu vois, nos paliers, quoi, nos blessures, ou nos manquements, ou nos stress, par exemple. Donc ça, c'est un premier point. Et alors l'autre point, c'est que j'aime beaucoup cette phrase qui dit que le contraire de l'addiction, ce n'est pas la sobriété, le contraire de l'addiction, c'est la connexion. Donc le contraire, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion. En gros, plus tu te sens connecté à toi et aux autres, moins tu as des problèmes d'addiction. Ça veut dire que la solution pour sortir de toute forme d'addiction, c'est d'aller travailler sur nos connexions et sur nos relations, de faire en sorte que nos relations à nous-mêmes et aux autres soient beaucoup plus belles et beaucoup plus apaisantes. Et donc, je vous encourage pas à vous dire juste j'arrête le porno comme si je fais un effort pour moi-même, c'est que je vais faire ça, mais en même temps, je vais essayer de faire un travail sur moi ou dans ma relation pour que mes relations soient plus épanouissantes. La solution, c'est l'amour. J'aime beaucoup ce que tu dis. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à autant t'intéresser à ce sujet. Alors, très concrètement, euh, quand j'étais collégienne ou lycéenne, moi, j'ai vraiment été protégée de la pornographie. J'en ai pas vu. Donc, j'ai pas du tout été touchée. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai une très grande liberté à en parler. C'est-à-dire que j'ai pas été moi-même concernée par ce problème. Après, quand j'étais étudiante, la première fois, je pense que j'en ai entendu parler, je me suis dit que c'est intéressant, c'est que donc j'étais étudiante en philosophie. Moi, j'ai fait de la philosophie d'abord. Et en philosophie, j'avais une maîtresse d'études, une directrice d'études qui s'appelle Michela Marzano. Et donc, je fais ma vieille, c'était il y a 20 ans. Elle avait écrit un livre qui s'appelle La pornographie ou l'épuisement du désir. Je trouve ça très beau. Et en philosophe, elle a travaillé sur la question de la pornographie. J'avais lu son livre, il m'avait vraiment bouleversée, il m'avait vraiment intéressée en tant que philosophe. Et puis d'ailleurs, elle m'a accompagnée après, c'était elle qui m'a aidée à faire des mémoires que j'ai pu rendre à la Sorbonne où j'étais étudiante. Et là, j'ai compris qu'il y avait un enjeu aussi humain très fort. Et après, dans la foulée,
de mes études, je suis intervenue en milieu scolaire. J'étais voir des collégiens, des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Et c'est là que j'ai découvert l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire que dans les questions que me posaient les collégiens, lycéens, tu voyais l'impact de la pornographie. Donc leurs questions étaient hyper crues et venaient directement dans ce qu'ils avaient vu. Et donc c'est l'expérience de terrain qui m'a fait prendre conscience de ça. J'en ai parlé dans le cadre d'un livre en particulier qui s'appelle Une jeunesse sexuellement libérée ou presque, qui m'a fait connaître du grand public. C'était en 2016. Le premier chapitre, je parle de l'exposition des mineurs à la pornographie. Je parle de plein d'autres choses dans ce livre, mais on s'est beaucoup arrêté à ce premier chapitre parce que déjà en 2016, c'est il n'y a pas si longtemps, je devais convaincre sur les plateaux de télé qu'il y avait un problème à ce que des mineurs soient exposés à la pornographie. On me prenait pour une folle de dire ça. On me disait mais qu'est-ce que vous racontez? Mais pas du tout, vous êtes une espèce de puritaine. Les gens pensaient qu'il n'y avait aucun problème parce que des mineurs regardent du porno. Il y avait un fameux article qui m'a quand même pas mal blessée dans le sens où je me dis mais c'est pas possible. C'est les Inrocks qui avaient fait un papier sur moi en disant Thérèse Argot, la néo-puritaine, quoi. Alors que, parce que je m'inquiétais que des enfants de 8-9 ans regardent du porno. Donc fou. Et là, C'est abusé. oui, ça faisait, mais ça c'était en c'est très grave. 2016, tu te rends compte? C'est hyper grave. J'ai fait des tonnes, mais quand je dis des tonnes, je n'exagère pas, de plateaux télé, de conférences, d'émissions radio, dans les journaux, partout, pour convaincre qu'il y avait un problème. En 2005, il fallait convaincre. Et c'était compliqué de convaincre. Aujourd'hui, on est en 2025. Plus personne ne peut dire que ça pose pas un problème que des mineurs regardent de la pornographie. Donc, heureusement, on a réussi à alerter l'opinion publique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi je te parle du fait que j'en ai parlé publiquement au travers d'un livre et dans les médias, ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps que je faisais des interventions au milieu scolaire, j'avais déjà mon cabinet. Et donc, j'ai beaucoup d'adultes qui sont venus me voir en me disant, en fait, vous êtes la première personne que je rencontre, un spécialiste de l'accompagnement, psychologue ou quoi, qui dit que la pornographie pose problème. Et moi, j'ai toujours senti au fond de moi que ça posait problème. Est-ce que vous pouvez m'aider à arrêter? Et j'ai vu que dans mon cabinet, à un moment, dans une période de ma vie, il y avait un tiers des consultations qui étaient réservées aux problèmes d'addiction à la pornographie. Et donc, pendant des années, j'ai accompagné des milliers de personnes dans le cadre de mes consultations. Et que je dis milliers, vraiment, j'exagère pas, parce que vraiment, c'est fou, parce que à la fois aussi sur les réseaux, mais beaucoup dans mes consultations, de gens qui m'ont confié avoir cette addiction à la pornographie. Et en fait, à force d'écouter les gens, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et là, j'ai créé une méthode pour arrêter la pornographie qui fonctionne chez, on va dire, à peu près 80% des gens qui vont la suivre. Elle est à la fois sous forme de masterclass, tu sais, de petites leçons à suivre sur mon site internet, et aussi, sinon, au travers de mon livre, où j'explique en fait la méthode pour arrêter, parce que comme j'ai compris le fonctionnement, culpabilité et honte, comment est-ce qu'on s'en sort? Et donc, voilà, donc j'ai créé cette méthode-là. Et donc aujourd'hui, j'ai quasi plus personne qui vient en consultation pour ce sujet, parce que je leur dis, faites d'abord, suivez le livre ou le parcours sur Internet, et après on en parle du vrai sujet qui se cache derrière votre consommation de pornographie. Tu peux nous partager le nom du livre? Alors le livre, c'est Tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno détruit l'amour. Et donc là, vous allez comprendre pourquoi c'est un problème et comment faire pour arrêter d'en regarder. Et puis, si vous n'êtes pas des grands lecteurs et que vous préférez voir des vidéos, voilà, sachez que sur mon site internet, donc c'est thérèseargot.com, on mettra peut-être la référence, eh bien, il y a voilà, tout un pôle à tout ce que j'ai fait sur la pornographie. Et donc, il y a un parcours en ligne avec voilà, 35 petites vidéos de 5 minutes, mais qui vont vous guider pas à pas pour arriver à arrêter cette consommation de pornographie. Et donc, voilà, donc ça, c'est comme voilà, pour un peu engorger mon cabinet, et ça fonctionne bien pour beaucoup. Voilà. Puis certains vont avoir besoin de quelques petits accompagnements pour aller comprendre les choses encore plus en profondeur qui créent l'addiction. Mais voilà, ça peut déjà aider. Mais c'est exactement comme la cigarette ou comme n'importe quelle autre addiction. Oui, c'est une forme de fuite en fait. Oui. Et je pense que c'est important justement de sortir du jugement sur ça et de vraiment rappeler aux gens qu'il n'y a pas de jugement, mais que c'est vraiment juste une constatation qu'il y a un problème qui est lié à ça. Oui. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que il y a de nombreux adultes qui sont dans des situations qui sont objectivement problématiques, qui font aussi objectivement du mal aux gens autour d'eux. Je pense à des hommes qui consomment de la prostitution alors qu'ils sont engagés avec une femme, et donc pour qui c'est pas OK de regarder de consommer la prostitution. Et donc ça crée des douleurs dans les couples. On peut se dire, mais cet homme, il est affreux, comment est-ce qu'il peut faire ça? Et quand moi je prends le temps d'écouter cet homme, juste prendre le temps d'écouter les gens, tu comprends que en réalité, il était victime quand il était enfant de cette industrie, et qu'il n'a jamais su se défaire
de cette drogue, c'est comme si, à la sortie d'école de CM2, on a piqué tous les enfants à l'héroïne et après on s'étonne qu'ils soient héroïnomanes à l'âge adulte. Oui, mais si tu leur donnes de la drogue quand ils sont collégiens, lycéens ou enfants, eh bien, ils vont être des grands drogués à l'âge adulte. Je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, là aussi, pour faire d'ailleurs un petit... pour revenir à ce qu'on disait d'ailleurs au début, c'est que je suis totalement d'accord avec toi que c'est pas forcément leur faute, mais c'est leur responsabilité d'en sortir. Et il y en a quand même beaucoup qui ne veulent pas aussi Mhm. en sortir. Je Ouais. pense que tu as dû l'observer Ouais, ouais. avec tes Et c'est vraiment ça, c'est de patients. nouveau la même chose, comme pour les abus sexuels ou toutes les choses un peu graves, c'est de dire à ce moment-là, j'ai été victime. Quand, à 10 ans, j'ai vu ces images-là, j'avais pas à les voir et j'ai été victime. Mais aujourd'hui, j'ai 20 ans, 25 ans, 35, 55 ans. Aujourd'hui, je peux décider de me libérer de cette industrie qui me fait Hmm, du mal. Voilà. complètement. Et c'est possible. On a des méthodes, on peut y arriver. Bien D'accord. sûr. C'est vraiment possible. Donc, ouais, ça c'est un point important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et à partir de quand est-ce que tu considères qu'il y a une infidélité dans le couple, justement en lien avec le porno, OnlyFans, peu importe toutes ces plateformes. Est-ce que pour toi c'est de l'infidélité ou comment est-ce que tu vois Mm. les choses? La question de la fidélité ou de l'infidélité, elle demande absolument d'avoir un dialogue au sein du couple pour définir ces termes. Qu'est-ce qui pour toi est de l'infidélité? Qu'est-ce qui pour moi est de l'infidélité? Et est-ce qu'on est bien d'accord? Il faut qu'on ait les mêmes règles du jeu. Et donc, pour chaque couple, ça va être différent. Parce que pour chaque personne, ça va être différent. Donc, ce n'est pas à moi à dire ça, c'est de l'infidélité ou ça ne l'est pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la fidélité, c'est par rapport à un engagement qu'on a pris. De nouveau, j'interviens beaucoup auprès des jeunes et la notion de la fidélité, elle est hyper importante pour eux. Pour les collégiens, les lycéens, c'est très très important cette question-là. Mais ils n'en parlent pas. Donc là, l'autre jour, il y avait un ado, un jeune de 17 ans qui me disait j'ai fait quelque chose d'horrible. J'ai dansé collé serré avec deux autres filles pendant une soirée et ma copine a vu ça et elle a trouvé que j'avais été infidèle. Est-ce que danser collé serré, c'est de l'infidélité? Ils n'en avaient jamais discuté ensemble. Mais elle dit, mais bien sûr que ça ne se fait pas. Moi, je vous encourage vraiment, au lieu d'être dans l'implicite et dans l'explicite quand il s'agit de fidélité ou d'infidélité. Une fois qu'on a bien mis les règles du jeu, c'est la fameuse discussion qu'on va avoir dans un début de relation. OK, pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Après, là, si on a mis la règle et qu'on l'a franchie, c'est là que ça va faire mal. Parce qu'en fait, dans l'infidélité, ce qui fait mal, c'est la trahison. Ce qui fait mal, c'est d'avoir été trompé. Et d'ailleurs, la première personne qu'on trompe, en général, c'est soi. Et la raison, c'est pour sortir d'une infidélité, c'est de comprendre c'est quoi le mensonge que j'ai fait à moi-même pour m'autoriser à faire quelque chose que je savais être mal. Moi, j'adore poser... Bah J'adore oui, cette question. tu peux Waouh, toujours la c'est poser à puissant quelqu'un. ça. Tu dis, qu'est-ce que je me suis raconté comme histoire pour m'auto-persuader qu'il n'y avait pas de mal à faire ce que je fais? Waouh, c'est puissant ce Et que ouais. tu viens de dire. Et, ben, Ah ouais, c'est puissant. et tu vas voir que chacun va se raconter une histoire. Par exemple, une petite histoire que j'ai eue là récemment. Une femme qui est mariée depuis à peu près 12 ans. Elle a 3 enfants qui ont, je ne sais plus quel âge, 10, 8 et 6 ans. Et elle m'appelle parce que elle a un amant aujourd'hui depuis 2 ans et elle a en même temps elle a son mari, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, etc. Je lui pose la question. Au moment où vous avez vu que cet homme vous plaisait, au moment où vous avez commencé à sentir qu'il pouvait y avoir une petite ambiguïté avec lui, début, hein, tout au début, qu'est-ce que vous vous êtes raconté comme histoire pour vous autoriser à renvoyer un message et à entretenir la relation ambiguë, puis après qui a basculé vers une relation d'amour et une relation sexuelle? Et là, elle me dit, ce que je me suis dit, c'est que je méritais, après tout ce que j'ai fait pour ma famille, pour mon mari, pour mes 3 enfants, je me méritais un petit cadeau, quoi. Et donc, en fait, je méritais de me faire un peu plaisir et de penser à moi. Et j'ai toujours pensé aux autres, et là, je voulais penser à moi. C'est génial. Donc, elle se dit, mon amant, c'est mon petit cadeau à moi. C'est mon petit bonus. C'est mon petit cadeau de remerciement pour tout ce que j'ai fait pour mon mari et mes enfants. C'est quand même génial, alors qu'elle est en train de faire quelque chose qui est en train de détruire littéralement sa famille. Mais ce qui est C'est intéressant, intéressant c'est qu'elle l'histoire se qu'elle se dit raconte. Ouais. que je mérite parce que j'ai tellement donné pour tout le monde et c'est mon moment, j'ai le droit à ce petit plaisir-là. Et alors bien sûr que là, on va revenir sur comment est-ce qu'elle a vécu après, sa relation avec son mari, ses enfants. Et donc, elle se raconte quand même une très 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 jolie histoire. On adore l'histoire du petit « je le mérite, mon amant ». C'est ça, en fait. Ouais. Mais évidemment que c'est là la première erreur, parce que cette erreur, elle va conduire après à une relation qui la fait souffrir. Parce qu'aujourd'hui, si elle m'appelle, si elle vient me voir en consultation, c'est qu'elle souffre de la situation, ça lui crée un tiraillement, tu vois? C'est dingue, c'est dingue. Tu vois? Ce qui nous pousse à...
Je trouve ça fascinant, l'infidélité, Ah oui. parce que Là, pour le coup, ça, c'est le sujet qui me passionne le plus. C'est Ah vrai? oui, bah oui, ça, c'est OK. génial. Autant le porno, je le fais parce qu'il faut, on est en Ouais, 2025, en France, en Occident, enfin même mondialement, c'est le sujet numéro un en ouais. baptême de sexualité. Autant l'infidélité, c'est passionnant comme sujet. C'est passionnant. Mais alors, du coup, selon toi et avec toutes les personnes que tu eues en consultation, qu'est-ce qui amène les gens à être infidèles? Première Mhm. question. La deuxième question, est-ce que les hommes et les femmes sont autant infidèles l'un que l'autre? Et qu'est-ce qui amène les gens à tromper, à être infidèles dans le couple? Alors moi, j'ai une grande théorie, mais Mmh. c'est ma théorie, OK. d'accord? Donc, un jour, des sondeurs peut-être attesteront de ce que je dis. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais je suis assez persuadée. Mais c'est mon avis. Moi, je pense que les femmes sont plus infidèles que les hommes, Mais t'es pas d'accord? la première personne que j'entends dire Ouais, ça. C'est voilà. intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas dans les sondages? Parce qu'il n'est pas encore socialement admis d'être infidèle pour une femme et il est communément admis qu'un homme le soit. Ça, ce sont des présupposés culturels. Donc, si on vient te poser la question, est-ce que tu as déjà été infidèle? Tu vas répondre non. Parce que tu vas pas oser donner la véritable réponse. Après, dans l'infidélité aussi, pourquoi je pense que les femmes peuvent l'être plus souvent? Parce qu'il n'y a pas que l'infidélité sexuelle, il y a aussi des infidélités de cœur, c'est-à-dire que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre que mon conjoint, ou alors aussi des infidélités dans l'imaginaire. Je m'endors tous les soirs en pensant à quelqu'un d'autre ou à d'autres hommes. Et donc, je suis infidèle en pensée et comment dire, et émotionnellement, pas seulement sexuellement. Ça peut aussi créer, tu vois, quelque chose qui est de l'ordre de la blessure chez son conjoint, parce que s'il apprend qu'en fait tous les soirs tu t'endors en pensant à quelqu'un d'autre, il va penser que c'est de l'infidélité. Ou alors, quand je fais l'amour, je pense à quelqu'un d'autre, tu vois. Mmh. Tout ça, ça compte aussi. Tout dépend des règles du jeu du couple. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un peu élargir le champ pour comprendre que les femmes aussi peuvent être très infidèles. Et puis d'ailleurs, bah, tous les hommes peuvent le dire aussi, hein, ceux qui ont des relations sexuelles, ben, en fait, souvent, c'est avec des femmes mariées, hein, donc on peut pas dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas dire seulement que il y a que les hommes, mais s'ils sont infidèles, ils sont bien infidèles avec des femmes. Oui, bah Ces oui, femmes, elles sont c'est bien clair, aussi en couple, donc c'est clair. donc c'est un peu absurde. Euh, Pourquoi aussi elles peuvent l'être davantage? C'est ma théorie, de nouveau, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. C'est qu'on a beaucoup appris aux femmes et aux petites filles, on a beaucoup appris aux petites filles à donner le change dans la relation, c'est-à-dire à renvoyer une certaine image de perfection, Mmh. à être première de classe, à être jolie, gentille, et pas trop exprimer ce qu'elles ressentent. Donc elles sont très habituées à mentir, finalement, quand je dis mentir, ça veut dire je ne suis pas vraie, je ne suis pas authentique, je sais cacher ce que je ressens pour C'est quelqu'un. vrai. Donc si dans ton éducation, tu as reçu l'éducation qu'il faut être une gentille petite fille bien sage, tu as tout le terrain pour devenir une femme très infidèle. Si dans ton éducation, on t'a appris à dire ce que tu ressens, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de dire ce que tu penses, alors là, en général, tu vas plutôt être une femme vraie et donc pas Mmh. infidèle. Parce que l'infidélité, c'est le rapport avec la vérité. Moi, j'avais tendance à dire, depuis de nombreuses années, donc j'ai toujours tendance à dire, mais ça fait très longtemps que je le dis, les infidèles, ce sont des gentilles filles. Et ce sont des gentils garçons. C'est des gens qui ne veulent pas faire de mal aux autres et qui veulent renvoyer un certain visage de perfection aux autres. Mmh. Gentil, quand je dis gentil, je le dis dans le sens péjoratif du terme. Bien sûr qu'il y a une gentillesse qui est dans l'ordre de la bienveillance, etc. C'est des faux gentils, en gros. C'est des gens qui veulent pas faire de peine, qui veulent pas faire de mal, qui disent il vaut mieux un petit mensonge plutôt qu'une vérité blessante. Mmh. Je ne veux pas faire de la peine à mon mari, à mes enfants, en leur disant que je suis pas bien dans cette relation. Donc, mon mal-être, je vais le compenser en allant voir un amant. Parce que je ne veux pas être dans le conflit, par exemple, parce que je ne veux pas me retrouver seule, ou je veux pas que les gens pensent du mal de moi, et donc je vais tout faire en cachette, tu vois. Alors que quand tu as pas peur de déplaire, tu oses dire les choses. Déjà, tu peux dire quand ça va pas dans la relation, et puis soit on trouve une solution, soit on s'arrête, mais on n'est pas dans cette espèce de jeu de mensonge. Parce que donc, de nouveau, je le dis, dans la fidélité, c'est l'histoire du mensonge, la trahison, la duplicité, je cache, je dis pas, c'est de ça dont il s'agit. D'accord. Donc, dans le côté, le profil du gentil garçon, de la gentille fille, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer, c'est que les infidèles sont des gentils. C'est hyper Et intéressant. ce qui est terrible pour eux, c'est qu'au départ, ils voulaient te faire de mal à personne, parce qu'ils sont profondément gentils, ils n'aiment pas le conflit, ils veulent pas faire de la peine aux gens qu'ils aiment. Et ce sont les gens qui vont faire le plus de mal autour d'eux. C'est vrai. C'est les plus grosses blessures, hein. Les blessures de trahison, ça, c'est difficile à réparer. Ah, c'est super dur, ouais. Et donc, en fait, en réalité, c'est très méchant de faire ça. Enfin, C'est donc, clair. c'est très drôle. Mais au départ, ils étaient persuadés qu'ils étaient plutôt la team des gentils, quoi. Mmh. Tu vois le espèce de paradoxe. Complètement. C'est vraiment important de le comprendre. Aussi, c'est
pour être capable d'être infidèle, tu as vu comment je dis être capable d'être infidèle, il faut avoir développé une capacité à mentir, à se mentir à soi et mentir aux autres. C'est vrai. Tout le monde n'est pas capable. Par exemple, moi, tu vois, je suis pas capable. Ouais. C'est comme ça, j'adorerais. Si j'étais capable, je serais encore mariée, tout me dire, oh, quelle femme magnifique, elle est mariée depuis tant d'années et tout ça, parce que je serais dans la duplicité. Moi, je ne sais pas câbler comme ça, donc j'ai... Parfois, je le dis avec de Mais ce qui l'humour. est génial, Oui, moi je c'est trouve ça génial, mais du génial. coup, ça crée des... Enfin, oui, en fait, au final, j'aime bien, mais par exemple, je ne peux pas rester dans une espèce de double jeu avec quelqu'un. Je préfère arrêter une relation pour en commencer une autre avec quelqu'un, si maintenant je sens que c'est ça que je dois faire, plutôt que d'être dans la duplicité. Je ne suis pas câblée pour ça. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais appris à mentir. Et donc, je ne sais pas faire ça, mentir. D'ailleurs, mes enfants se foutent toujours de moi en me disant, mais maman, mais tu es incapable de mentir. On lit tout ce que tu ressens dans ton visage. Et donc, ça donne une grande vérité et une authenticité. Ça fait, enfin, c'est un caractère c'est un trait de personnalité fort chez moi. Mais du coup, ça me rend inapte à l'infidélité, à la duplicité. Mais ce qui est génial, et je pense Tu vois, qu'il y c'est a vrai que tout le beaucoup monde n'est pas de... capable. Ouais. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, en vérité, les deux, qui restent longtemps dans des relations. Et c'est marrant parce que c'est très paradoxal, c'est qu'aux yeux de la société, ils ont réussi Mhm. parce qu'ils sont longtemps ensemble. Oui, Et donc la mesure du succès, souvent dans les couples, c'est c'est la ça fait combien de longévité. temps que Oui, vous c'est êtes ça. ensemble? Alors qu'en réalité, ils sont peut-être pas forcément heureux, et ils sont Mm. peut-être pas forcément dans une vérité, quoi. Oui, vraiment. C'est important quand même de le souligner. Et puis d'autres personnes disent, oh là là, c'est quand même fou, cette femme, elle a divorcé 2 fois. Ou et il y a des jugements. On dit, oui, mais en fait, je ne suis pas capable de mentir. Mm. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a un mensonge dans la relation, si quelque chose n'est pas ajusté, je ne suis pas capable de rester dans quelque chose qui est inajusté. Alors, j'aurais bien voulu, parce que socialement, c'était plus admis de rester dans un truc un peu bancal. Mais en fait, pour ma survie psychologique, je préfère arrêter une relation qui ne me convient pas. Donc, parce que, tu vois, c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais c'est l'histoire de la capacité. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si tu comprends que l'infidélité, c'est d'abord et avant tout une histoire de mensonge à soi-même et puis du coup, par ricochet à l'autre. C'est quand est-ce que tu as appris à mentir? Mm. Quand est-ce que tu as appris à ne pas dire ce que tu ressens, mentir par omission ou bien involontairement? Peut-être que tu as appris à ne pas dire pour protéger ta mère qui était en dépression et que du coup tu Mm. voulais voilà pas déranger au travers de ce que tu vivais, tes parents qui étaient en séparation et que du coup tu prenais sur toi. Je sais pas, il s'est passé des choses dans ta vie où tu as enregistré que valait mieux pas dire les choses pour pas faire de la peine aux gens qu'on aime. Mm. Il y a un moment, tu as dû enregistrer ce message-là. C'est-à-dire que tu as pensé que si tu disais ce que tu ressentais, ben, tu risquais d'engendrer des émotions négatives chez les gens que tu aimes et tu risquerais de te sentir coupable de la peine des autres. Mm. Donc, tu te dis, il faut pas que je dise les choses. Tu vois. C'est quand tu te sens responsable du bonheur des gens que tu aimes que tu risques de ne pas être en vérité. Et donc, c'est la porte ouverte Mm. à l'infidélité. C'est intéressant. Et selon toi, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui a été infidèle et qui a appris du coup par mécanisme de survie à mentir, de changer? C'est compliqué. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation où il y a eu une infidélité, c'est-à-dire qu'il y a eu un mensonge, Mhm. surtout le conseil d'amis, vous ne pardonnez pas tout de suite. D'accord? Parce que souvent, on veut pardonner pour dire allez, allez, on efface. Comme ça, après, on va de l'avant. Et puis, voilà, c'est un petit coup de canif dans le contrat, mais ça va le faire. Non, s'il a menti une fois, il peut mentir une deuxième fois, évidemment. Tant que tu n'as pas corrigé la structure psychologique qui te fait passer pour bien quelque chose qui est mal, tant que tu n'as pas corrigé cette incapacité à être en vérité, tant que tu n'as pas amélioré cette communication, on peut se dire des choses même qui font un petit peu, qui sont pas agréables à dire, eh bien, ça peut de nouveau se repasser. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail profond pour comprendre Mhm. ce qui nous amène à être dans cette espèce de duplicité et de cacher les choses. Donc souvent, tu vas voir des gens qui ont peur du conflit. Donc, comment communiquer et ne pas avoir peur du conflit? Des gens qui ne sont pas à l'écoute de leurs émotions. Donc, comment apprendre à mieux écouter mes émotions et tout ce qui s'appelle l'agilité émotionnelle et comment est-ce que j'apprends à mieux gérer ça? Et puis après, de pouvoir aussi être dans... Voilà, de dire ses insatisfactions à l'autre pour qu'il puisse l'entendre. Alors, il y a une façon de se le dire pour que l'autre l'écoute. Donc aussi, Mm. comment est-ce qu'on apprend à bien communiquer dans la relation? Et c'est pour ça que c'est possible, alors qu'il y a eu une infidélité, de continuer une belle relation de couple. C'est comme si il y avait un lien entre ces deux personnes. L'infidélité, ben, c'est comme une cassure, ok, mais on peut prendre les deux bouts de corde là et faire un nœud bien solide. Et si on fait un nœud bien solide, ce qui va se passer, c'est que
le bout de corde va être raccourci et donc on va se rapprocher l'un de l'autre. Donc on peut Mmh. profiter de cette épreuve, parce que c'est une épreuve, pour encore mieux s'aimer. Voilà. Et donc il y a des belles choses qui peuvent aussi se passer si on comprend qu'il y a un petit travail de fond à faire. Mais pas, on n'efface pas tout de suite, hein. Ouais, c'est très je trouve que c'est, un beau message d'espoir, je pense que ce que tu dis aussi finalement, c'est qu'il faut aussi que les 2 fassent ce travail-là et qu'il y en ait pas qu'1, qui Oui, faut vraiment une volonté des 2 oui. côtés, quoi. Parce que la question, hein, à se poser, si maintenant j'ai été trahie par quelqu'un, je sais qu'elle est difficile, mais elle est importante, c'est pourquoi est-ce que mon conjoint, mon partenaire de vie, n'a pas osé me dire ce qu'il ressentait? Et peut-être que il a eu peur de ma réaction et peut-être que j'ai une part de responsabilité dans le fait qu'il ait peur de ma réaction. Mmh. Par exemple, si je rencontre quelqu'un et je lui dis: «Alors il y a un truc, hein, je te préviens, le jour où tu me trompes, c'est fini». Mais alors là, tu vas tout faire pour que l'autre te trompe. C'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue, dans une amitié. Ouais, raconte-moi. Hem, j'ai une amie à moi, il y a quelques semaines, une très, très, très bonne amie, donc ça a été une situation très, complexe, qui en 7 ans d'amitié, on n'avait jamais parlé politique. OK. Jamais, Mmh. jamais. Putain. Et là, pour la première fois, on parle politique et on parle d'un sujet très sensible. Et elle me partage son avis. Elle me demande pas du tout le mien et elle me dit: «Par contre, moi, les gens qui disent ce truc-là ou qui pensent comme ça, impossible qu'ils soient amis avec moi». Et du coup, moi, j'ai eu un petit conflit interne derrière parce que je me suis dit: «Mais bon, moi j'ai un peu de nuance, dans mes perspectives. Je pense certaines choses, j'aurais envie de lui en parler, mais peut-être qu'elle va l'interpréter comme, bah, Mariam, elle est dans ce camp-là ou dans ce Mmh. truc-là et du coup, si je parle avec elle, c'est potentiellement la fin d'une amitié Ouais. qui compte énormément à mes yeux». Ouais. Et c'est pareil finalement dans ce que tu dis, dans un couple. Et tu vois, ça a été vraiment très douloureux pour moi, alors qu'on parle de politique, tu vois, on parle même pas Mmh de mh. quelque chose que moi j'aurais fait. Mais je me suis sentie en conflit parce que je me suis dit, mais c'est dérangeant pour moi parce qu'il y a une part de moi du coup qui sent qu'elle n'est pas libre d'exprimer sa totale vérité. Ouais, pardon, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on installe un climat relationnel sécurisant, que ce soit dans l'amitié ou dans un couple Ouais. ou dans sa famille, avec ses enfants. Si vous êtes parents, écoutez bien ce que je vous dis là. Comment est-ce que j'installe un climat qui permet à l'autre de me confier ce qu'il ressent sans avoir peur de ma réaction? S'il a peur de ma réaction, parce que, justement, j'ai fait des menaces, parce qu'il sent mon espèce d'intransigeance aussi et qu'il a peur de me décevoir et peur de perdre mon amour, eh bien, ça va le pousser, ça va l'entraîner dans une tentation de cacher les choses, de ne pas dire parce qu'il veut rester en lien. On veut tous rester en lien, on a tous envie d'aimer et C'est d'être aimé. ça. Et donc, si pour rester en lien avec toi, il faut que je ne te dise pas la vérité, alors je ne te la dis pas. Le problème avec l'infidélité, c'est que ça va, tu vois, ça va être nourri. Parce que, imaginons, je me rends compte que je suis en ce moment dans ma vie très sensible au regard des hommes Mmh. et que je cherche un peu le regard. Eh ben, ce serait intéressant d'en parler à mon conjoint en disant: mais tu sais, en ce moment, je cherche un peu le regard. Peut-être que ça veut dire que je Il me y a sens pas quelque assez chose qui est femme pas à tes côtés et tout ça. Bon, à ce moment-là, c'est bien, on peut les amorcer. Et donc après, on peut essayer de comprendre ensemble comment faire évoluer notre relation pour qu'elle réponde plus à ce besoin. Si tu gardes ça pour toi, ça va grandir, grandir, Mmh. grandir, 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 et puis après prendre la forme d'une vraie infidélité. Donc, C'est ça. tu n'arrives plus à te confier à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose à installer au tout début. Donc, faites attention si dans vos relations, si pour vous, par exemple, la fidélité est très importante, de ne pas la poser comme une espèce de menace. Mmh. Vous savez pas comment vous allez réagir dans ces situations. Tu peux dire à l'autre, l'infidélité est quelque chose pour moi qui... Enfin, c'est pas OK pour moi, l'infidélité. C'est quelque chose qui va me blesser et je voudrais qu'on ait une relation dans laquelle on respecte ça. OK, tu peux le dire. Mais ne dis pas quelles vont être les conséquences tout de suite, d'accord? Oui, parce que enfin, tu crées pas du tout un climat où la personne peut se sentir en Mmh. confiance d'exprimer, Ouais. ouais, C'est OK. vraiment ça qu'on doit installer dans nos relations, c'est la confiance. Moi, je me rends compte, hein, par exemple, quand je fais mon examen de conscience dans mes relations passées, c'est que j'ai pas installé toujours ce climat de confiance. Avec Ouais. des grands idéaux, avec une espèce d'intransigeance. Il y a beaucoup, enfin, parce qu'il y a comme quelques hommes qui ont partagé ma vie, qui me disaient: t'es très intransigeante. Exigeante, c'est bien, mais intransigeante, moins. Tu vois, exigeante, c'est j'ai une haute Estime de ambition et moi. estime de moi Mmh. et je veux qu'on aille loin dans notre relation. Mais le côté, si tu fais ça, c'est terminé, ça crée en C'est un fait de mécanisme l'insécurité. de ouais. Mais je pense que ça, c'est un mécanisme de protection. Oui, Parce qu'on se sent pas suffisamment en sécurité avec nous-mêmes, oui, pour faire face à cette potentielle blessure. Du coup, on prévient l'autre: «Ah surtout ne fais pas ça parce que oui.
on se fait pas assez confiance. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont donc dans leur structure psychologique, là ça n'a rien à voir avec toi parce que ça vient de son enfance, qui se dit il faut protéger les gens qu'on aime, Mm. donc il vaut mieux mentir pour protéger les gens qu'on aime. Ces gens-là, ça c'est là pour le coup des structures psychologiques qu'il va falloir mettre pas mal de temps à détricoter. C'est souvent parce que dans l'enfance, ils ont pris ce rôle d'être détenteurs d'un secret où ils se sont dit que je ne devais pas en parler à papa ou à maman pour les protéger. Mm. C'est-à-dire que là, il y a une inversion des rôles. C'est l'enfant qui protège son parent. Si tu penses qu'il faut que tu protèges ton père ou ta mère parce qu'ils ne seraient pas en capacité à pouvoir gérer l'information que tu vas leur donner, tu vas croire que c'est ça ton rôle et tu vas arriver à l'âge adulte en disant je ne vais pas dire aux gens que j'aime ce que je ressens, mais peut-être que toi tu es quelqu'un tout à fait disponible pour entendre tout, mais ça vient de son histoire passée, donc là c'est plus un problème personnel. En fait, pour résumer, l'infidélité c'est d'abord et avant tout un problème personnel avant d'être un problème relationnel. Souvent on dit on est infidèle parce qu'on n'est pas satisfait, c'est pas ça. On est tous insatisfaits dans nos relations. On est infidèle parce que il y a un truc qui va pas, ou quelque chose que l'on ressent, mais au lieu de dire à l'autre, eh bien, je préfère être dans le mensonge ou je préfère aller compenser ça à côté. Mm. C'est-à-dire que c'est dans ma façon de gérer cette insatisfaction qui crée l'infidélité. Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce Donc, que tu veux dire. Et c'est hyper intéressant. Franchement, je pourrais parler avec toi pendant des heures. ouais, Je je crois suis que désolée. ça fait presque 2 heures C'est qu'on vrai, moi, c'est trop bien. en fait, je C'est sais pas, je génial. m'ai lancé. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on Ouais, parle, mais c'est des trop bien. sujets qui sont J'adore. canons. Et je Ah, suis mais désolée. j'adore. Puis Mais attends. moi, je pourrais vraiment en parler pendant des heures. Ouais. On a une tradition dans le podcast. Dis-moi. À chaque fin de podcast, tu pioches une carte. On n'a Ouais. pas encore créé le jeu de cartes, le vrai jeu de cartes. Du coup, je les ai écrites sur des Trop petits bien. papiers. Ouais. Et tu réponds à la question avec le plus d'honnêteté possible, justement, en Oh, parlant de vérité. quelle qualité aimes-tu le plus chez toi? Ah, j'aime Ah, bien. c'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup cette question. Attends, je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Moi, j'aime beaucoup cette recherche de vérité. Hmm. Je suis une amoureuse de la vérité, amoureuse de la sagesse. J'ai un truc comme ça. Justement, on parlait d'infidélité et j'ai une quête de vérité qui est très forte. Et en fait, c'est pas mal comme qualité. Même si ça me fait avoir des... Il y a toujours un peu le versant parce que ça me demande d'être courageuse. Bien sûr. Et c'est pas toujours facile d'être courageuse. Mais j'aime bien cette quête de vérité. Ouais. J'adore. Et d'oser dire aussi, ce que j'aime aussi, c'est... je peux dire une autre chose ou pas? Bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu lié. C'est une qualité que j'aime chez moi, c'est ma liberté. Je me sens une femme très libre. J'ai complètement affranchie aujourd'hui du regard que les gens peuvent porter sur moi aujourd'hui. Ah, c'est intéressant. Et donc, j'ai pas peur de dire ce que je pense, ce en quoi je crois. J'ai pas peur de défendre mes idées. J'ai Est-ce que souvent t'as toujours été comme ça? Alors, j'ai toujours osé et eu cet amour de vérité, de la vérité, donc oser dire les choses. Mais maintenant, j'ai même plus peur des commentaires. Ça me fait plus rien quand on me Qu'est-ce dit qui des t'a choses. permis de shifter là-dessus? Je suis curieuse. Oui, parce qu'en fait, je sais que ma valeur, elle dépend pas de ce que les gens vont dire de moi. Et donc, je n'ai plus délégué ce pouvoir-là chez les gens. J'adore. C'est bon, c'est moi que j'ai pris le pouvoir. Ah, j'adore. C'est Et hyper inspirant. ça me rend mais tellement libre et j'aime tellement ma vie parce qu'il y a cette liberté. Là, tu vois, j'ai répondu à tes questions, mais dans une totale liberté. Ouais. Et peut-être que ça va déranger certains dans mes réponses parce que je dis souvent des choses qui sont à contre-courant. Et ça m'amuse beaucoup d'ailleurs parce que je pense que j'aime bien ce côté un peu combatif. Mais je sais que je suis une personnalité qui dérange beaucoup. J'ai beaucoup de haters. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, surtout beaucoup de femmes en particulier, pas des hommes. J'ai beaucoup de femmes qui n'aiment pas, qui ne m'aiment pas. Des femmes qui sont très dures. Parce qu'elles me trouvent arrogante, elles me trouvent comme prétentieuse, parce que je pense que j'ai cette liberté de dire ce que je pense et je ne suis pas en train de m'excuser d'être celle que je suis. Peut-être Et que ça, tu c'est un leur peu envoies dérangeant. un miroir qui est douloureux pour elles, en fait. Peut-être, ouais. C'est intéressant. Et ça, tu vois, ça c'est aussi intéressant comment tu gères les critiques. Tu dis, en fait, j'en fais pas une affaire personnelle. Après, évidemment, je suis hyper ouverte à me remettre en question, la critique de mes amis, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais donc, je dirais que la qualité, c'est cette grande liberté et cet amour de la vérité. J'adore. Voilà. Merci beaucoup, c'était génial. Merci à toi, j'aime beaucoup aussi tout ce que tu fais. J'ai répondu tout de suite positivement parce que je n'ai pas dit aux auditeurs, je suis désolée, j'aurais dû commencer par ça, parce que j'aime ton travail. Merci beaucoup, moi j'adore ton travail. Je suis très impressionnée par ce que tu fais, donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. On va mettre les liens de tes réseaux juste en dessous. Et puis, ton site internet aussi. Sur mon site internet, juste parce qu'on a parlé de pas mal de sujets, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressources pour s'aimer. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans la barre de recherche
le sujet qui vous traverse en ce moment, qui vous travaille en ce moment, parce que depuis plusieurs années, je donne un peu des conférences sur des sujets liés à l'amour et la sexualité, mais pendant une grosse heure, j'aborde un sujet. Par J'adore, ouais. exemple, faut-il mieux mentir pour protéger les gens qu'on aime? C'était le sujet d'une conférence et j'en parle pendant une heure. Là, j'en parle pendant Waouh. quelques minutes avec toi. Ouais. Ou est-ce que, enfin, je sais pas, il y a 10 000 sujets. Vous allez voir, les fantasmes est-il fait pour se réaliser? Ou bien comment savoir que c'est la bonne personne? Mais chacun des sujets qu'on a abordés ici dans le podcast, on peut J'adore. le faire sur du temps long parce que quand même, là, je donne une réponse un peu rapide et spontanée. Ouais, mais c'est pour ça que, tu sais, Euh, pendant le podcast, je me disais, je pense qu'il faudrait qu'on refasse d'autres podcasts parce qu'il y a Quand trop tu de veux. sujets. Ouais, c'est trop bien. Merci Bon, beaucoup. merci à toi. Merci, c'était Merci. génial.